Nouveau récit. La pression environnementale commence à être tellement perceptible, notamment ces histoires de réchauffement climatique, que oui, à un moment donné, on se dit il faut faire quelque chose. Donc là, on s'est dit comment on peut faire pour essayer de contribuer à décarboner le transport maritime, qui en a bien besoin. C'est à partir de 2016, avec la marque Grand Sail et les chocolats, que l'entreprise a fini par vraiment décoller financièrement et nous a permis, fin 2018, de signer le contrat de construction du premier navire, le fameux Grand Sail 1. C'est un navire d'ailleurs qui va marquer son temps puisque ce sera la toute première unité opérationnelle d'un navire dédié au transport normé marine marchande, mais technologie d'aujourd'hui. On ne fait pas tellement les choses pour le montrer, on fait les choses parce que on est convaincu qu'il faut les faire. Parole publique. Nous avons toutes et tous une histoire à raconter, une cause à défendre, une voix à faire entendre. Je suis Fouad Souak et Nouveau Récit est un podcast produit par Parole publique. Nouveau récit. Bonjour Jacques. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Parole publique pour Nouveau Récit. Avec plaisir. Ouais, c'est bon, t'as pas trop peur? Ah non, ça va. Je suis un peu chez moi, là. J'habite Trégueux, à 10 minutes d'ici, donc je suis à la maison. Parole publique, en fait, avait initié il y a quelques temps, l'année dernière, une première série de nouveaux récits. En réalité, c'est une agence assez jeune, tu vois, qui a dû se lancer en même temps que le podcast. Au final, je me suis dit, on va plutôt s'occuper de l'agence, on va livrer la mission, on va développer un petit peu tout ça. Ensuite, on va créer le podcast Nouveau Récit. Donc, en réalité, t'es pas tout à fait le premier invité, mais t'initié la deuxième saison. Deuxième saison, très bien. Donc on reprend cette idée de podcast dont l'idée est d'inviter des personnalités, alors des entrepreneurs, des présidents ou présidentes d'associations qui vont nous raconter leur parcours et l'idée derrière leur parcours. Et toi, tu es donc le cofondateur et PDG de Grand Sail. Oui. Alors est-ce que tu peux un peu nous présenter qui tu es et évidemment en fait ta boîte? Ah, Grand Sail. Ouais. C'est donc une histoire. On est dans notre 10e année, mine de rien. Donc, ça reste jeune et avec quand même quelques années d'expérience, on va dire. Moi, je viens des énergies marines avant d'avoir créé Grand Sail. Et même avant les énergies marines, je viens plutôt de l'ingénierie, l'informatique, l'électronique, des choses comme ça. Donc, une certaine habitude du pilotage en mode projet, comme on dit de temps en temps, pour résumer. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec mon frère Olivier, qui est mon jumeau, pendant à peu près 8-9 ans au développement donc, des fameuses énergies marines au travers de l'entreprise Nasewind à Lorient. Et notre objectif était de développer des parcs offshore éoliens offshore, mais pas que. Et en fait, ces activités de production d'énergie en mer, justement, demandent de petit à petit bien comprendre comment fonctionne le secteur maritime, à la fois au niveau technique, financier, mais aussi au niveau de la sécurité des hommes, enfin de tout ce qui est particulier par le simple fait d'être en mer. Et c'est ça qui, à un moment donné, avec notamment Olivier, qui a eu cette idée là, de s'intéresser à la manière de décarboner le transport maritime, c'est nos habitudes de fonctionnement en contexte maritime qui nous ont quelque part donné envie de poursuivre l'aventure, toujours sur un aspect un peu renouvelable, puisque finalement les énergies marines c'est plutôt renouvelable. Et donc là on s'est dit comment on peut faire pour essayer de contribuer à décarboner le transport maritime qui en a bien besoin. Et là, c'est une petite histoire assez marrante avec un certain Stéphane Guichen qui était paludier à Noirmoutier, pour être précis, et qui avait un jour appelé Olivier et qui lui dit « Tiens, j'aimerais bien transporter mon sel de Noirmoutier à Morlaix, puisque c'était un gars de Morlaix en fait. Ouais. Et j'aimerais bien te montrer un navire, parce qu'il y a un vieux gréement en fait qui est à Paimpol, il faut que je te le montre. Et comme ça, tu me diras ce que tu en penses. » Bref, ils finissent tous les deux à Paimpol dans le port, et puis ils vont dans le bateau, et là, Olivier, il regarde le bateau, il dit, écoute, il est sympa le vieux gréement, mais là, tu sors du port et tu finis au fond dans la foulée. Il faut surtout pas l'acheter, c'est juste une poubelle. Mais par contre, l'idée est pas mauvaise. Et c'est là où il s'était dit à l'époque, ça pourrait être intéressant, plutôt que d'être toujours finalement accroché au vieux gréement, alors qu'ils sont de très beaux navires, mais qui par nature ne sont pas éternels et n'ont pas non plus que des qualités, de se dire, est-ce qu'on pourrait pas repartir sur de vrais cargos voiliers, mais technologie d'aujourd'hui. Il y a eu la nécessité de penser en fait un nouveau modèle, ou parce que vous vous dites qu'il y avait une opportunité, parce qu'on nous l'a demandé, alors allez-y, on va le faire Alors c'était aussi par conviction, puisqu'on était quand même conscient que les navires actuels comme sont très polluants, les navires à énergie fossile, parce qu'aujourd'hui on n'a quasiment que ça pour faire bouger un navire.
Donc c'est là où on s'est dit qu'après tout, ce qui avait été un petit peu oublié, parce qu'avant, c'était quand même la norme de transporter des matières avec des voiliers, on s'est dit, il y a sans doute moyen, avec les technos d'aujourd'hui, de finalement faire bien plus efficace que ce qu'on faisait à l'époque. Et en fait, on avait raison, puisqu'aujourd'hui, et notamment d'ailleurs grâce à la course au large, qui a quand même développé pas mal d'innovations dans les textiles, dans les cordages, enfin dans tout, et puis aussi l'informatique qui aide aujourd'hui à faire des formes de carènes qui sont plus efficaces qu'à l'époque, des gréements aussi qui permettent de mieux remonter au vent, etc. etc. Donc ça, c'était le premier bloc d'innovation qui, quelque part, laissait penser qu'on pouvait aujourd'hui naviguer de manière bien plus efficace qu'avant. Et il y a un deuxième élément qui est tout aussi fondamental et qui, là, n'existait pas du tout il y a un siècle, c'est le routage, ce qu'on appelle le routage. C'est-à-dire, en clair, quand nos navires sont en opération de transport, il y a une équipe à terre, bien au chaud, ils ont bien dormi, ils sont frais, avec l'esprit bien clair, et qui regardent ce qu'on appelle les grilles météo, donc les prévisions à quelques jours, et qui sont capables de modéliser la meilleure manière de faire avancer le navire dans le système météo du moment. Et ça, du coup, ça offre à la fois de la performance, puisque le but, il est de trouver le meilleur chemin, finalement, donc bien faire avancer le navire, et en même temps lui faire éviter des zones trop dures ou des zones où il n'y aurait pas de vent. Et donc voilà, le routage, c'est probablement l'innovation la plus impactante, en fait, sur la manière de naviguer aujourd'hui par rapport à ce qui se passait auparavant. Voilà, c'était les doigts mouillés, quoi. On regardait, il y a du gris là-bas, on n'y va pas. En fait, en réalité, c'est de la planification. Ça veut dire que c'est de la prévision, puisqu'on utilise, c'est pas du tout l'analyse à la limite du contexte météo présent, c'est surtout qu'est-ce qui va se passer dans les jours à venir. Et donc, grâce aux satellites, là, pour le coup, on est capable d'avoir des prévisions aujourd'hui qui offrent cette fameuse efficacité. Donc, on voit qu'il y a ces deux éléments, la technologie quand même d'aujourd'hui, qui permet de faire des beaux bateaux, et puis parallèlement, le routage. Est-ce que c'est un projet qui aurait pu exister dans les années 90, au début des années 2000 ? Oui, également. Ouais. On aurait très bien pu commencer un peu plus tôt, puisqu'à l'époque, il y avait déjà une manière justement de faire du routage. Donc, si, c'était déjà possible. Ouais, et qu'est-ce qui l'a rendu possible en 2010-2015 ? Eh bien, qu'il fallait peut-être... alors, on peut peut-être se dire que c'est la pression environnementale commence à être tellement perceptible, et notamment ces histoires de réchauffement climatique, que oui, à un moment donné, on se dit il faut faire quelque chose, quoi. Et donc, il faut qu'il y ait des personnes qui se lancent aussi. Oui, il faut se lancer, mais alors il faut pas se lancer. Il faut pas se lancer sans réfléchir, puisque c'est la problématique d'une entreprise, c'est avant tout quand même qu'elle puisse être pérenne, sinon ça n'a pas de sens. Et pour qu'une entreprise soit pérenne, il faut que le modèle économique tienne la route. Donc, on a beau dire, on est dans les énergies renouvelables, etc. Si on n'a pas en même temps une vision financière très fine, on peut vite aller au carton, quoi. Le projet peut être très beau, mais s'il n'est pas financièrement tenable, de toute façon, il va disparaître. Ouais. Parce que la construction du premier bateau, c'est quoi l'enveloppe financière après l'investissement? Alors, le premier bateau a coûté environ 2 millions d'euros. Donc, c'est un navire de 24 mètres qui a une capacité d'emport de 50 tonnes. Ça fait environ 26 palettes. Donc c'est un navire qui coûte cher quand même, et qui en plus n'a pas forcément une grosse efficacité économique, justement parce qu'il fait 24 mètres. Mais on voulait surtout pas démarrer par un trop gros navire, puisque ça aurait été prendre des risques, un risque industriel limite inconsidéré. Et surtout qu'en maritime, il y a une règle de base, c'est qu'on y va progressivement, on ne fait pas les malins, on essaye déjà de faire des tests à échelle raisonnable, et puis on apprend au fur et à mesure. Et même si on venait un peu de ce milieu-là, on était quand même conscient que c'était une grande première. Là, on a sorti Grancel 1, qui est le premier navire. C'est une première mondiale, en fait, puisqu'on n'avait jamais recréé de navire de transport depuis les vieux gréements. Ouais. Donc, c'est je pense, un navire d'ailleurs qui va marquer son temps, puisque ce sera la toute première unité opérationnelle d'un navire dédié au transport normé marine marchande. Mais technologie d'aujourd'hui. Ouais. Mais ce que tu dis bien, en fait, c'est que la dimension tout de même du bateau ne peut pas le rendre économiquement viable, parce que ses capacités de chargement, c'est ce que je comprends, ne sont pas suffisantes pour l'amortir. En fait, alors, il est viable financièrement, parce qu'on a juste fait en sorte d'être à l'équilibre. Un modèle différent, mais c'est pas, disons, un modèle, le prix à la palette, on va dire, est relativement costaud, dû à la taille du navire. Parce que c'est vrai que l'équation économique en maritime, c'est que plus le navire est grand, moins ça coûte cher. Voilà. C'est-à-dire l'évolution du coût du navire n'est pas proportionnelle à la capacité en cale. D'ailleurs, entre le premier, donc GDS 1, le Grancel 1, GDS 1 en interne et Grancel 2,
Donc Grain de sel 2 est 2 fois plus long, mais du coup, il est aussi 2 fois plus large et 2 fois plus haut. Donc en volume, en cale, on fait x10. Ouais, c'est incroyable. Et pour autant, le coût du deuxième navire n'a pas fait x10. Vous passez de quelle capacité à quelle capacité? Donc le deuxième navire, on va passer donc de 50 tonnes pour le premier à 350 tonnes pour le deuxième. Et on va passer de 26 palettes en cale sur le premier à 238 sur le deuxième. Et donc voilà, ça parle seul, quoi. On voit qu'il y a une efficacité de chargement qui est due à cette évolution au cube. On n'est pas qu'en longueur, c'est largeur et hauteur. Donc il y a 2 niveaux de cale, etc. Alors tu vois, on va rétropédaler un petit peu. Ouais. On va revenir un petit peu dans le temps, parce qu'en réalité, donc tu l'as évoqué avec ton frère, tu étais engagé dans un projet la Senwind, et qui avait candidaté dans le cadre d'un groupement, d'un consortium sur le projet d'éolien offshore en baie de Saint-Brieuc. Ouais, que vous étiez arrivé premier. Oui. Parce que, donc, il y a des années de développement. Et puis, il fallait quand même il fallait y aller. Que vous êtes arrivé premier à l'issue en fait, de cet appel d'offres et que vous ne l'avez pas remporté parce que l'État français a décidé en fait, de C'était un choix politique. Ça a été un choix politique. C'est comme je le disais à l'époque, ça revenait à terminer le marathon premier et à ce qu'on te dise au final, non, désolé, c'est le deuxième qui a la médaille d'or. Et terminé. Et donc, je me suis retrouvé, moi, après avoir travaillé pendant à peu près 5 ans sur le projet de Saint-Brieuc, quand même, à effectivement devoir constater que le projet nous avait échappé, alors qu'on avait le maximum de points, donc on avait gagné quelque part l'appel d'offres. Et on se retrouve politiquement écarté pour des raisons de politique industrielle qui nous échappent totalement, et sur un autre projet, alors qui va voir le jour, et à la limite tant mieux pour l'environnement et tout ça, mais c'est vrai que ça s'est passé dans des conditions extrêmement discutables. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Il y a eu un jugement par la suite, on a été quand même un peu réhabilité quelque part là-dessus. Mais en tout cas, indirectement, c'est aussi le fait que je n'ai pas finalement continué à m'impliquer du coup sur ce projet qui a fait qu'on a aussi créé Grain de sel. Donc, oui. si vous aviez gagné, il n'y aurait pas eu de Grain de sel. Je sais pas. Il y a plein de consommateurs en fait, qui n'auraient pas fini leur dimanche soir avec les tablettes de chocolat. C'est possible. Donc, même dans des nouvelles qui peuvent paraître très mauvaises, à un instant T, ça peut quand même finir par aboutir sur les choses bien plus positives. Alors moi, j'ai travaillé pendant longtemps avec une personne qui était absolument incroyable, qui s'appelait Omar Massala. C'était sous-directeur général de l'UNESCO, en charge des relations extérieures. Et puis il me disait, mais tu sais, Fouad, d'un coup de pied au cul, on en fait une chaise. C'est vrai. Et au final, toutes ces années de développement, et c'est ce que tu racontais, de ces nouvelles compétences que vous aviez réussi à mettre en œuvre, vous les avez employées aujourd'hui pour bâtir un nouveau modèle. C'est le parcours de vie, le parcours professionnel qui fait que moi, j'aurais été évidemment incapable d'imaginer ce qu'on a fait aujourd'hui, il y a 15 ans de ça. Les choses arrivent comme ça, petit à petit. Ce qui est, je pense, important, c'est de savoir à un instant T sentir et saisir les opportunités, finalement, quand elles se présentent, en tout cas. Et quand il y a une opportunité à laquelle on croit, qui nous paraît être plutôt cohérente, déjà, ça te donne envie de s'y investir et de travailler. Et c'est vrai que le projet Grain de sel, quand on a décidé de le monter, de l'accélérer, je sentais que c'était un projet qui pouvait être déjà assez passionnant. Et moi, j'ai besoin de passion quand même pour passer des heures à bosser, parce que... on peut le dire comme ça, mais même si le projet paraît très sympa, c'est quand même énormément de boulot pour monter tout ça, évidemment. Donc autant y prendre du plaisir. Et c'est vrai que, Grain de sel, quand on mélange du café, du chocolat, du maritime et une belle bande de potes, c'est bien, quoi. En tout cas, il y a quand même un truc qui est commun aux deux. C'est un truc c'est incroyable. Ça veut dire que vous n'avez pas froid aux yeux, parce que là, si on regarde un petit peu les chiffres, notamment des émissions carbone, le transport, on sait qu'au niveau mondial, c'est la première source, d'émissions carbone. Je crois que c'est à peu près entre 40 et 45. Il s'avère qu'en France, c'est un petit peu moins. Je crois qu'on est à 12. La production d'énergie, c'est pareil. Très grosse source des dépenses énergétiques, enfin des dépenses carbone en France, c'est pareil. Grâce au nucléaire, on est à moins. On est un peu meilleur. Donc en fait, entre le transport et l'énergie, la production énergétique, en fait, vous avez décidé de vous lancer sur les deux plus grands sujets carbonés du. Alors le transport maritime, c'est une sous-catégorie du transport en général. Il y a le transport terrestre et le transport aérien, etc. Donc le transport maritime. Alors c'est quoi le niveau d'ailleurs 3%. 3%, des émissions, mais l'aérien, c'est également 3%. Donc, mais c'est... D'ailleurs, j'ai souvent la remarque,
Ah, bah c'est que 3%, donc c'est pas grave, on n'a pas besoin de s'y intéresser. Mais si, parce qu'en fait, la plupart des chiffres sont de cet ordre-là. Mm. Et donc 3% plus 3% plus 3%, on arrive vite à 100%. Hein. Donc c'est pas parce que c'est 3% qu'il ne faut pas s'y intéresser. Ouais. Et ce d'autant plus que les chiffres sont potentiellement à la hausse. Là, tel que c'est parti, et si on ne fait pas grand-chose, ce qui est quand même la nature profonde, la nature humaine en tout cas, mais ce serait plutôt du 7% à l'origine, enfin à l'horizon 2050. Ouais. Donc oui, on a besoin d'agir, notamment là-dessus, et sur plein d'autres domaines en même temps d'ailleurs. Ouais. Alors, l'objectif, c'est quoi à terme? Est-ce qu'il y a un objectif un peu de réinventer le fret maritime mondial du 21e siècle? Est-ce que c'est plutôt celui, en fait, de se dire, on va essayer de proposer un modèle différent, le nôtre, celui auquel on croit? Alors, l'objectif, il est donc de répondre à l'urgence climatique, hein, clairement. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que nous, on a conçu des navires qui sont extrêmement efficaces sur l'économie carbone. Ce qui est problématique, en fait, en maritime, c'est que plus le bateau est gros, moins il est facile de le décarboner. Et pour expliquer tout ça, c'est assez simple. Imaginons un porte-conteneur qui fait 300-400 mètres. On sait qu'aujourd'hui, mis à part l'énergie fossile, l'hydrogène n'a pas suffisamment d'énergie volumique pour fonctionner. C'est-à-dire que si on mettait de l'hydrogène dans un porte-conteneur, il n'y aurait plus de place pour la cargaison, ce qui serait un petit peu ballot quand même. Si on voulait le faire en mode propulsion électrique, il faudrait des batteries absolument colossales. À nouveau, plus de place pour la cargaison, donc ce serait un petit peu gênant. Et si on voulait y mettre des voiles, ça demanderait des poteaux, enfin des mâts de 200-300 mètres qui seraient juste colossaux, qui ne passeraient pas évidemment sous les ponts, qui seraient structurellement très compliqués quand même à opérer, et qui créeraient même en fait un déséquilibre global sur le navire. Il faudrait du coup avoir une quille sous le bateau qui aurait des dimensions totalement incroyables, donc il ne rentrerait plus dans les ports, enfin voilà. Donc on voit aujourd'hui que sur de très grands navires, on est bien embêté. On ne sait finalement pas trop quoi faire pour les décarboner efficacement. Alors on peut le faire à la marge, mais c'est pas grand-chose. Hein. On va peut-être gratter 10%. Quoi. Ouais. Et c'est pas le problème. 10%, ça signifie un navire qui continue à diffuser 90% de gaz à effet de serre. Donc nous, on est plutôt parti sur une approche inverse qui consiste à dire maximisons l'économie carbone et regardons quelle est la taille de navire qui permet d'obtenir ce maximum. Et en fait, on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, dans les 50 mètres, ça permet quelque part d'y associer un gréement qui est, disons, à la pleine échelle du navire. Ça veut dire c'est-à-dire finalement des mâts qui font également 50 mètres de haut. Donc ça permet d'avoir un navire bien toilé, comme on dit en maritime. Donc un navire dont le moteur à voile est performant et assez puissant. Et du coup, en ayant ce gréement grande dimension par rapport au navire, on est capable du coup de très peu utiliser le moteur, donc de générer une économie carbone qui, chez nous, oscille entre 90 et 97% d'économie. Ouais. Voilà ce qu'on obtient sur ce genre de navire. Et parallèlement, comme le gréement est plutôt, comme le navire est bien toilé, en fait, il va vite. Ouais. Donc on a en plus une vitesse de déplacement qui est entre 11 et 12 nœuds. Ouais. Et ce qui correspond à la vitesse en fait, de déplacement de la plupart des cargos. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Si en fait tu faisais exactement le même trajet en cargo et avec ton cargo voilier avec il se fait qu'on est plus rapide. Ah ouais. Alors, c'est pas tellement pour la vitesse de croisière, parce que là, c'est à peu près équivalent. C'est surtout qu'on a un navire de plus petite dimension qui permet d'accéder à des ports secondaires qui ne sont pas congestionnés et devant lesquels on n'a pas besoin d'attendre quelques jours de temps en temps. Ce qui fait qu'au final, le quai à quai, chez nous, est souvent sur une transatlantique et une semaine plus courte qu'un navire traditionnel. Ouais, et tu n'as pas ces problèmes en fait, de congestion logistique au port. Nous, on arrive en 2 heures, on décharge. Ouais, et tu repars. Et alors qu'il y a des navires qui restent des fois bloqués en stand-by pendant une semaine. Ou des porte-conteneurs qui ont tellement de conteneurs qu'on met une semaine à les décharger, enfin, ce qui revient même. Ouais. Et donc, c'est là où on voit qu'en ayant des navires un peu plus petits, finalement, on a aussi non seulement l'efficacité carbone, mais aussi l'efficacité logistique. Ouais. Donc les anciennes solutions, enfin les soi-disant anciennes solutions de transport à la voile ne sont pas du tout anachroniques, au contraire. Attends, j'ai entendu dire en fait qu'il y avait, notamment en France en tout cas, ailleurs je ne sais pas, mais pour décharger des produits bio, il y a des ports certifiés ou labellisés. Alors c'est ce qu'on appelle des PED, des ports d'entrée désignés, qui sont, donc c'est issu de la réglementation européenne, et qui font qu'on ne peut pas décharger une cargaison bio, surtout quand elle doit être contrôlée physiquement. Donc il y a une analyse quelque part des produits bio. Jusqu'ici, quand il y a une analyse physique de la cargaison, on a une obligation de décharger sur Saint-Nazaire.
Alors ça pourrait être aussi Le Havre, mais en tout cas, proche de chez nous, c'est Saint-Nazaire. Mm. Si derrière, il n'y a pas de contrôle, on a eu des dérogations pour pouvoir le faire à Brest et plus récemment à Roscoff. Ah, super. Voilà, donc déjà, c'est mieux. Ouais. Mais Parce en tout cas, qu'il reste le dernier kilomètre, en fait, à décarboner aussi. Oui, voilà, quand même. Ouais. Mais jusqu'ici, avec cette contrainte européenne, c'est vrai qu'on a été 2 fois de suite obligé de passer par Saint-Nazaire. Et alors, ce qui est assez drôle, c'est que tu disais également, en fait, que le choix, et tu vas nous expliquer justement, en fait, le parcours intellectuel, le cheminement intellectuel qui a poussé justement à devenir un torréfacteur et un chocolatier. Ouais. Mais tu as décidé, en fait, d'aller chercher le plus loin possible, d'une certaine manière, tes matières premières, notamment en Amérique latine. Donc, c'est quand même, je dirais pas bête, mais en tout cas, c'est un second défi. La question, c'est de savoir, en fait, comment tu réponds à ce défi-là, où tu passes, on va dire, 95% en fait, avec un transport décarboné, et qu'au debout de la chaîne, il reste quand même des efforts à faire. Ce quoi, c'est epsilonesque, alors tu dis, bon, bah, c'est pas grave, en fait, c'est acceptable. Ou, alors non, en fait, c'est justement, nous on estime que c'est pas acceptable en tant que tel, et c'est pour ça que dans notre modèle, donc on fait effectivement une économie carbone majeure en maritime, hein, ça c'est normal, voilà. En revanche, on essaye aussi de contribuer à limiter le bilan carbone terrestre en dupliquant nos sites de production toujours en bord de côte, mais à des échelles régionales plus. Donc là, on a créé par exemple la première torréfaction chocolaterie sur Morlaix, hein, qui est opérationnelle. Et la deuxième qu'on va créer, ce sera sur Dunkerque, de manière à ce que, alors déjà Dunkerque, bord de côte évidemment, donc on peut alimenter avec nos navires directement l'usine, qui est d'ailleurs en Boracay, enfin qui sera en Boracay quand elle sera construite. Ouais. C'est une usine qui va être à 10 mètres du Boracay. D'accord. Donc on a un navire qui peut accoster devant l'usine et décharger directement. C'est de la construction, c'est de la rénovation, c'est de la réhabilitation de friches. C'est une construction, en fait, c'est ce qu'ils appellent des môles, en fait, là-bas, le môle numéro 2 notamment. Qui est un énorme quai, hein, qui fait 200 mètres de large quand même. Ouais, donc tu peux construire dessus. Et on peut construire effectivement dessus. Et donc là, on a comme avantage de pouvoir du coup alimenter directement par nos navires, donc circuit ultra court pour le coup, et également diffuser nos produits dans un rayon raisonnable dans la région nord, la région parisienne, la Belgique, et voire même l'Angleterre un jour si on le souhaite. Et donc on essaye, c'est pas notre métier, on n'est pas transporteur routier, nous, donc voilà, on va pas non plus, je sais pas, imaginer un nouveau type de camion, c'est pas notre métier. En revanche, on essaye d'aider le système. Après, on peut toujours sélectionner les prestataires. Oui, mais il se fait que pour l'instant, en tout cas, dans les transporteurs routiers, sur des grandes distances, il n'y a pas grand-chose, quoi. Ouais. Petit à petit, c'est en train de venir. J'ai vu d'ailleurs une offre là une annonce plutôt de Géodis, qui a visiblement fait l'acquisition de quelques camions électriques. Parce que c'est quand même plus facile d'électrifier. C'est plus facile d'électrifier un camion qu'un bateau de 300 mètres. Normalement, oui. Il faut le faire. Enfin, c'est de la technologie va arriver. Je ne suis pas trop inquiet sur le fait que petit à petit, les camions de transport, hein, je parle bien des poids lourds, soient électrifiés, donc décarbonés. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Ouais. Et par contre, c'est une philosophie, et puis c'est vrai que c'est aussi des choix industriels forts, celui de la relocalisation. Alors, on fabrique au plus près, au final, du point d'arrivée ou de départ de on essaye de faire notre part. Il n'y a jamais rien de miraculeux, mais on essaye à chaque fois de raisonner, et ça, c'est la chance qu'on a eue quand même avec Grand Sail, c'est de partir de zéro. Et quand on part d'une feuille blanche, et bien finalement, et surtout quand on a les idées à peu près claires, ça permet d'écrire quelque chose de cohérent et d'essayer d'agir sur l'ensemble des composantes en même temps. Ouais. Et sans oublier qu'il n'y a pas que le bilan carbone. Alors moi, je parle souvent des limites planétaires, parce que on a beaucoup, et on parle toujours beaucoup d'ailleurs du développement durable ou de la RSE, et bon, c'est bien, hein, c'est des concepts qui sont... intéressant, évidemment, avec le social, l'écologie et puis l'économie. Sauf que c'est, à mon goût, en tout cas, pas suffisamment détaillé pour vraiment rentrer dans des approches concrètes. Puisque c'est un petit peu la question que tout le monde se pose. On voit plein de problèmes partout, des problèmes environnementaux, et on ne sait pas trop par où commencer. Et en regardant donc ces fameuses limites planétaires, et notamment ce qui s'appelle la théorie du donut, juste parce que le diagramme a une forme de donut avec un cercle intérieur et un cercle extérieur. Donc cette fameuse théorie du donut explique de manière beaucoup plus exhaustive à la fois donc, la problématique environnementale et au milieu, donc dans le centre du donut, les problématiques sociales.
Si on prend l'exemple des limites planétaires, en fait, il y en a 9. Mhm. Alors déjà, on se rend compte qu'il y a une seule limite sur 9 qui parle du réchauffement climatique. Donc les gaz à effet de serre, c'est une limite sur 9. Donc déjà, ça permet de recadrer un petit peu l'aspect multifactoriel, on va dire, des soucis environnementaux. Donc on va rajouter, par exemple... Mais si on se dit que les 8 autres défis sont à la hauteur du défi climatique, on n'est pas... Ah non, mais c'est costaud, j'ai pas dit l'inverse. Ah ouais. Du coup, les autres... J'ai pas dit qu'on était sortis des ennuis. Ah merde. J'aurais pas plombé l'atmosphère, mais quand même. Prenons une des limites, donc gaz à effet de serre, climat, très bien. On en rajoute une deuxième, l'artificialisation des sols, par exemple, qui tue du coup les biodiversités. Du coup, à côté, on rajoute justement les problématiques de biodiversité. On peut rajouter l'acidification des océans, la pollution en général, etc., etc. Alors, il y en a une qui se porte bien, c'est la couche d'ozone. Ah oui, qui est en cours de rémission. Ouais. Elle va pas encore très bien, mais Ouais. elle est plutôt sur le bon chemin. C'est vrai qu'à la fin des années 2000, on pensait qu'on allait tous mourir parce qu'il n'y aurait plus de couche d'ozone. Hein. Non, finalement, on a réussi. Mais là, ça a été d'ailleurs la première fois qu'au niveau mondial, on a pris cette espèce de conscience qu'il y avait un vrai souci. Et avec un mouvement d'ensemble, notamment sur les chlorofluorocarbones, les CFC, qui ont permis justement d'éviter que ça s'aggrave. Donc on voit qu'on est aussi, c'est peut-être la seule preuve d'ailleurs aujourd'hui, c'est qu'on est capable d'agir quand on le souhaite vraiment. Donc voilà, il y a ces fameuses 9 limites planétaires, et l'état des lieux aujourd'hui, c'est que sur ces 9 limites, on en a emplafonné 6. Et pas et ça date pas d'hier. Hein. Donc on voit qu'aujourd'hui, donc il faut agir... Si on prend l'exemple de la biodiversité, c'est limiter, par exemple, l'artificialisation des sols, donc limiter les bâtiments. Quand on passe d'une forêt à une terre agricole, déjà, on a fait chuter la biodiversité. Et quand pire, on rajoute un bâtiment sur une terre agricole, évidemment, là, c'est terminé. Il n'y a plus de vie, on va dire, sous le bâtiment. Deuxième chose, l'agriculture conventionnelle, même si elle est raisonnée, quand raisonnablement on arrose un champ tous les ans, raisonnablement, la biodiversité, à un moment donné, dit « Ok, c'est bon, t'as gagné. » quoi. Et donc, il va aussi falloir apprendre à favoriser l'agriculture biologique, parce que le bio, on l'imagine souvent pour notre propre santé, et c'est vrai, c'est un facteur intéressant, mais ce qui est encore plus vrai pour le bio, c'est que ça a surtout permis de maintenir des champs en bonne santé, donc en clair, des champs qui ont une vraie biodiversité. Et donc aussi une vraie disons, résilience par rapport à tous les parasites, toutes les maladies en général. Un champ qui est laissé plus naturel sera plus solide finalement qu'un champ qui a été traité à tout bout de champ. De toute façon, en fait, c'est vrai que tout est systémique. Oui. Et puis, le principe de base, c'est quand même de dire que si on prend soin de notre planète, grosso merdo, on va réussir à prendre soin aussi de nous. Quoi. Et que la nature est très bien faite, surtout. Quand on laisse la nature reprendre un peu ses droits, en fait, il y a un équilibre en fait, qui se crée. Et il y a toujours une bien meilleure résilience. Et là, c'est instruit notamment de ce que me disait le propriétaire de Château Maris, qui fait d'excellents vins en bio, et qui me disait, alors ça m'a pris 10 ans, mais il est parti de vignes qui n'étaient pas forcément en très bon état, et petit à petit, en fait, il a laissé justement la nature reprendre un peu ses droits, et il est arrivé au bout de 10 ans à des vignes qui n'avaient pas besoin de traitement. Parce qu'effectivement, il y a eu cet équilibre qui s'est créé au fil des années et qui rend finalement la vigne beaucoup plus solide, beaucoup plus résistante. C'est la biodynamie, non ? Biodynamie entre autres, mais le bio déjà en tant que tel suffit déjà à rétablir un peu les équilibres et à laisser simplement la nature faire son job. Et du coup, en fait, tu parles d'équilibre, mais il y a l'équilibre aussi financier, ce qui a rendu possible l'existence de Grain de Sel et qui a été une démarche intellectuelle un peu particulière qui a consisté à dire... En réalité, en fait, on ne va pas commencer par notre bateau, on va commencer par une activité qui va nous filer un petit prétexte pour bâtir le... Donc l'idée de départ, effectivement, c'était « Ok, on va faire un bateau ». Bon, super, c'est bien. Sauf qu'après, quand on veut devenir armateur, le financement du navire, c'est le sujet qui est le plus difficile finalement. Et là, on s'est dit c'était la bonne idée, plutôt que d'aller chercher des chargeurs vers l'extérieur pour donc charger le navire, générer des affrètements et donc générer du chiffre d'affaires et financer le navire, est-ce qu'on ne pourrait pas devenir notre propre chargeur en devenant torréfacteur et chocolatier ? Alors pourquoi torréfacteur et chocolatier ? C'est que ça nous crée un prétexte pour traverser l'Atlantique, et parce qu'on avait vite compris qu'il y avait d'excellents cacao et d'excellents cafés verts en Amérique latine notamment. Et donc voilà, on imaginait cette première capacité à importer nos matières premières. Du coup, dans l'autre sens, on voit, zut, il y a le bateau qui part à vide. Ça, c'est pas bon. Hein. Quand on est armateur, il faut que le bateau soit plein.
On dit qu'est-ce qu'on sait bien faire en France? On est plutôt doué pour faire du vin. Quand on est breton, en face, on voit vite New York. On voit la Statue de la Liberté qui nous fait coucou. Là, donc, on s'est dit, OK, on va essayer d'en profiter pour exporter des vins bio, tant qu'à faire, biodiversité. On va exporter des vins bio J'espère que tu es vers New parti York. Goûter chacun des viens que tu as. Oui, alors là, ça a été assez complexe. Pour la petite histoire, ça fait maintenant plus de 5 ans qu'on a débuté le projet sur New York. Ouais. Donc c'est très très long en fait de s'installer sur le marché américain. C'est un marché qui est très dur finalement, qui est peut-être très gros mais très difficile à percer. Ouais. Donc il faut vraiment être très opiniâtre et ne pas hésiter à surtout mentaliser que ça va durer des années. En fait, vous avez tout fait. Vous avez pris à chaque fois les voies les plus difficiles, quoi. Il n'y avait pas en fait de vin de vignerons qui exportaient déjà aux États-Unis. Si, mais là on aurait été que transporteur. Ce qu'on voulait, c'est ce qu'on fait souvent. On est sur une chaîne de valeur qui est un peu étendue effectivement. Mais on aime bien maîtriser les choses parce que quand on internalise un métier, du coup on le maîtrise. Au passage, on capte la marge de la sous-traitance qu'on aurait dû du coup activer en remplacement. Donc en fait, les chaînes de valeur étendues ont beaucoup plus de valeur aujourd'hui qu'auparavant. Dans les années 90, les financiers avaient coutume de dire restez centré sur votre cœur de métier et sous-traitez le reste. Alors ça pouvait peut-être s'entendre à l'époque, mais il se fait qu'aujourd'hui, il y a un tel niveau de concurrence et des marges qui sont quand même relativement tendues dans chacun des métiers que si on ne réagrège pas quelques métiers les uns derrière les autres, au final, on voit que c'est quand même très difficile. Et en plus, on a une valeur perçue, du coup, qui est relativement restreinte, puisqu'on n'est que le spécialiste dans un domaine. Et ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que tu dis que lorsqu'on élargit sa chaîne de valeur, mais qui reste incorporée, en fait, au final, au métier, et ben, ça a quand même, en fait, un intérêt financier et que ça suit les objectifs. En tout cas, ça soutient les objectifs financiers derrière. C'est ça. Non seulement on est plus fort en valeur perçue, parce que c'est vrai que Grain de Sel, aujourd'hui, on nous perçoit comme étant et torréfacteur, et chocolatier, et armateur maritime, transporteur, importateur, exportateur, etc., etc. Donc ça fait beaucoup de métiers. Mais il manque un truc, c'est de produire du vin bio breton. Ah bah là, ça c'est un vrai sujet, ça. Peut-être falloir patienter quelques années, mais il se peut que ça arrive un jour. Ah, ce sera peut-être pas une bonne nouvelle, mais il se peut que ça arrive un jour. Et donc, on voit que cette agrégation, effectivement, crée de la valeur, ça c'est clair, mais crée surtout peut-être plus de résilience financière, effectivement. Puisque toutes les marges d'intermédiaires qu'on a captées et qu'on gère du coup en interne, elles restent chez nous. Après, le modèle économique, il est effectivement tout aussi important. Alors, c'est la partie un peu moins fun, forcément, de Grain de Sel. On n'est pas toujours en mer. Moi, je passe aussi beaucoup de temps devant Excel. Mais on a fini par modéliser, finalement, le fonctionnement de l'entreprise en mélangeant le maritime, l'agroalimentaire, etc., pour avoir un tableau de bord qui nous donne notamment la trésorerie à court et moyen terme, donc à une échelle fiable, on va dire, de 2 ans. Et puis également les soldes intermédiaires de gestion, qui sont les éléments principaux de pilotage, le chiffre d'affaires jusqu'au résultat net, en passant par les EBITDA, etc., tous ces gros mots-là, mais qui sont en fait hyper importants, puisqu'on est quand même sur des activités un peu capitalistiques, et qui nécessitent de prendre des décisions d'investissement qui des fois sont très lourdes, et où on ne peut pas se planter. Donc la modélisation nous permet de vérifier avant d'enclencher l'investissement que ça passe. Et ça, moi je ne saurais pas m'en passer. C'est quelque chose que vous avez mis en place dès le départ ? Genre jour 1 2016. En fait, dès que le projet a commencé à prendre un peu d'ampleur, tout de suite, moi j'ai créé le système. Alors c'est une grosse feuille Excel, donc il faut aimer, mais c'est la seule manière en tout cas de le faire efficacement. Et je m'en félicite tous les jours, parce que si j'avais pas ce tableau de bord, ça revient à être pilote de ligne sans instrument. Ça dure pas longtemps. C'est ça, sans compas, quoi. Et donc, on revient en fait au final sur l'activité de torréfacteur et de chocolatier qui vient soutenir la mission première, mais qui arrive en premier. Surtout. Il fallait surtout éviter de faire le bateau en premier, ça aurait été une catastrophe industrielle et financière. Donc, on a commencé gentiment par être torréfacteur, puisque le métier de la torréfaction de café est quelque chose de relativement facile à maîtriser. Donc, je précise qu'on n'y connaissait absolument rien, ni en café, ni en chocolat. Donc, il a fallu apprendre. Et goûter. Voilà. Bon, après, c'était pas ce qu'il y avait de plus agréable. On a goûté des cafés, on a goûté des chocolats, c'était bien. Donc, on est attaqué par la torréfaction de café en 2013. Ça a commencé à marcher gentiment, mais bon, voilà, ça s'est un petit peu développé. Et on a surtout lancé la chocolaterie en 2016. Et c'est vraiment là. Alors, d'ailleurs, la marque Grain de Sel, il n'est pas arrivé au tout début. Au début, les cafés s'appelaient Torréfaction de la Baie. C'était une marque de transition et on a attendu les chocolats pour vraiment trouver la marque Grain de Sel, qu'on n'a pas trouvé nous-mêmes d'ailleurs. On
tournait en rond et on a fini par mandater une boîte de Paris pour Ouais. nous trouver le. Et Qui a bien fait son job. qui a super bien fait son job, et c'est d'ailleurs une personne de La Réunion, puisqu'ils appellent en fait des créatifs Ouais. pour essayer de trouver, faire des propositions, et c'est une personne de La Réunion qui a trouvé la marque Grain de Sale. Ah, ok, non. Comme quoi, hein. Ouais. Et bref, on a vite vu que c'était une marque qui était quand même assez intéressante, et du coup, on l'a réservée. Mhm. Et c'est donc à partir de 2016, avec la marque Grain de Sale et les chocolats, que l'entreprise a fini par vraiment décoller financièrement et nous a permis, fin 2018, de signer le contrat de construction du premier navire, le fameux Grain de Sale 1. Parce que derrière, il y avait des bases financières solides sur l'activité principale. Oui. Donc, On avait, grâce à nos projets précédents dans l'offshore, on dégagé avait quand un petit même peu heureusement des fonds d'autofinancement, propres. Voilà. Et ça, c'était un peu nécessaire pour démarrer, puisque on n'hésitait pas avec nos banquiers d'apporter des fonds propres significatifs quand même, pour aussi avoir des décisions rapides, pas perdre de temps et lancer donc ces fameux outils de production. Mais sinon, après, c'est le modèle économique et l'espèce d'assemblage donc entre l'activité agroalimentaire et l'activité maritime qui a petit à petit créé l'innovation. Donc nous, l'innovation technologique, on n'est pas forcément très friand, surtout en maritime, parce que c'est une innovation trop récente a tendance à tomber en panne, tout simplement. Donc nous, on aime bien la fiabilité, et on est d'ailleurs de temps en temps quasiment sur des approches low-tech. Parce que, low-tech ou en synonyme, disons, agricole, vraiment des systèmes ultra simples, mais qui du coup sont très, très fiables. Et en maritime, fiabilité égale sécurité. D'accord. Et donc, voilà, petit à petit, on a fini par prendre ces approches-là. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que l'innovation qu'on a créée chez Grain de Sale, qui consiste à associer finalement de l'agroalimentaire et du maritime, c'est plus de l'innovation d'organisation. C'est pas de la technologie. Et c'est cette espèce de boîte un peu hybride, mi-maritime, mi-agroalimentaire. C'est ça qui est l'innovation, et c'est ça qui crée la synergie, qui fait que quand un consommateur va déguster une tablette de chocolat ou un paquet de café, il va déguster le produit, d'accord, mais pas que. On déguste aussi l'aventure maritime, environnementale, sociale. Donc ça a créé un univers de marque un peu multidimension, finalement, qui va beaucoup plus loin que le produit lui-même, quoi. Ouais, ça veut dire que quand on achète en fait du café à Grain de Sale, souvent c'est aussi de l'engagement, on soutient la démarche, en plus en fait de boire un bon café. Mais c'est d'ailleurs ce que j'ai dit, puisque comme le bateau on l'a pas fait en premier, dit à toutes les personnes qui nous ont acheté les cafés, les chocolats depuis le début, c'est quelque part vous avez un bout de bateau, puisque c'est grâce à ces achats qu'on a pu financer le navire et le deuxième qui est en ce moment en construction. Donc tout est lié finalement. Et ça vous a jamais traversé l'esprit, peut-être que vous l'avez fait, je sais pas, mais faire un financement participatif, d'ailleurs, comme il y a une initiative d'ailleurs à Lorient qui est initiée par Nils Joyeux, je crois. Oui, ça c'est Zéphyr et Boré. Ouais, Zéphyr et Boré. Zéphyr et Boré avec Nils, qu'on connaît très bien. En fait, c'est un petit milieu. Nous, on connaît les personnes de Neoline, on connaît Zéphyr et Boré. On travaille ensemble. Parce que déjà, c'est un retour d'expérience énorme aussi. Ouais, puis on discute entre professionnels, donc déjà on n'est pas concurrents, et le marché il est assez énorme. Et puis quand on est entre personnes qui connaissent vraiment le maritime et ses enjeux, c'est toujours intéressant de partager. Donc on le fait avec notamment ces deux sociétés-là. Il y a la décarbonation en fait du déplacement, du transport. Oui. Il y a aussi celui de la construction. Oui. Et donc, en fait, de l'éco-conception. Est-ce que Grain de Sale 1 et 2 sont éco-conçus parce que j'imagine, on en parlait, c'est celui du retour sur l'expérience, notamment celui de la course au large. Oui. Il y a quand même pas mal, notamment en fait, pour le Vendée Globe, les IMOCA, il y a des initiatives, des teams qui se lancent dans l'éco-conception en fait, des IMOCA. Est-ce que Grain de Sale... Et Roland Jourdain, qui vient de sortir des composites à base de lin, etc. Ramel Tripon, par exemple, des petits doudous aussi, en fait, ils vont recycler le matériel, le titane notamment, en fait, qu'on trouve dans les hôpitaux pour faire l'accastillage, etc. Donc, il y a des choses... il faut essayer. Alors, nous, on est sur des coques alu, donc l'aluminium est assez facile à recycler. C'est du recyclage infini, donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté majeure. Après, on est sur des voiles en dacron. Là, par contre, je ne connais pas le recyclage des voiles, sauf que nous, on a l'idée de les recycler en sac, etc. Donc, comme ça se fait déjà. C'est ça. Et ce sera des objets collector, d'ailleurs. Donc ça, c'est bien prévu de notre côté. Après, effectivement, on bénéficie heureusement, d'ailleurs, de la technologie de la course au large. Donc ça, c'est
Là, technologiquement, heureusement qu'ils sont passés avant nous pour développer tout un tas de choses. Donc, au niveau des tissus, au niveau des cordages, au niveau de l'accastillage, même des winches. Tu as des exemples un peu de choses que tu as sourcées directement auprès de la course au large ou pas? Il suffit, même simplement certains bouts en fait, qui sont extrêmement solides. Il y a des matériaux aujourd'hui qui sont incroyables. Les cordes en chanvre, c'est fini. Ça, donc, on est sur des matériaux bien plus costauds. On a aujourd'hui, alors il y a par exemple un limiteur de gîte sur Grain de Sel 1 qui est en fait un système qui va choquer les voiles quand l'inclinaison dépasse un certain angle. Ça vient de la course au large. Et c'est un système qui était surtout exploité depuis, je crois, une dizaine d'années, donc qui était fiable. Donc ça, on l'a intégré. Une fois que ça a été éprouvé. Voilà, quand c'est éprouvé, on l'intègre. Mais non, le système sorti du labo, ça, on n'en veut pas. Non. Mais voilà, donc la course au large a quand même bien œuvré. Et puis, il y a surtout, du coup, un tissu industriel dans le Grand Ouest, notamment, qui est hyper cohérent, hyper compétent. Les mâts, par exemple, de Grain de Sel 2 sont faits chez Lorima à Lorient. Ils ont fait de la course au large, des mâts en carbone en quantité importante. Et donc, on utilise les mâts en carbone de chez Lorima pour notre deuxième navire. Et là, il y a un vrai savoir-faire français. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que la filière vélique du transport maritime se développe avant tout en France, puisqu'on est les premiers finalement à se lancer là-dedans. Toutes ces initiatives prouvent qu'on part du niveau micro. On part de l'individu, des initiatives perso, entrepreneuriaux, qu'on n'a pas besoin d'attendre également. En réalité, en fait, l'État interventionniste ou qui viendra subventionner tous ces projets, être à l'initiative de ces changements. Bon, tu as vu, ce week-end, il y a eu l'annonce par Hervé Berville d'un partenariat entre la CMA-CGM et la BPI pour mettre sur la table 200 millions d'euros, dont 20 millions d'euros en 2023. Pour la décarbonation de la filière maritime. Qu'est-ce que tu en penses J'en pense que du bien. Enfin, il y a tellement d'efforts à faire aujourd'hui pour décarboner, alors notamment le transport maritime, que toutes les initiatives sont les bienvenues. Et de toute façon, même les très gros acteurs comme CMA-CGM ont pris conscience qu'il y avait un souci et d'ailleurs se grattent la tête pour savoir comment faire, puisque on se rend compte aujourd'hui qu'un navire, quand il est trop grand, il est très difficile à décarboner. Donc, il va peut-être aussi falloir apprendre progressivement à modifier même le type de flotte et donc faire des navires de plus petite dimension qui seront du coup plus faciles à décarboner pour les raisons que j'ai citées au début, ces notions de taille de gréement si on utilise en tout cas une propulsion vélique. Et donc, parallèlement, de se poser la question aussi de la manière de maîtriser l'effectif de la flotte. Donc aujourd'hui, là, on est en 2023, il y a à peu près 75 000 navires de commerce qui tournent en permanence sur les océans. C'est colossal. C'est énorme. Si on laisse les évolutions du marché telles qu'elles sont aujourd'hui, d'ici 2050, il y aura probablement 2 ou 3 fois plus de navires. Et donc, si parallèlement, on essaye de faire, disons, un 30%, ce qui serait déjà très bien, 30% d'économie carbone sur la flotte mondiale d'ici 2050, ça fait toujours 70% d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc, 70% x 2 ou x 3, ça ne fait pas moins 50%. On n'atteint pas les objectifs. On n'atteint pas du tout. Non seulement on ne les atteint pas, mais on explose ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on en diffuserait encore plus qu'aujourd'hui. Donc, il va falloir, parallèlement à l'optimisation des navires sur leur bilan carbone, maîtriser à minima l'effectif de la flotte, voire même le réduire. Et donc, si on veut arriver à finalement avoir moins de nécessité d'utiliser les navires pour transporter tout et n'importe quoi autour de la planète, il faut relocaliser. C'est la seule manière, en fait, de faire. Donc, relocaliser, et en France notamment, et essayer, pour compenser les coûts sociaux français, acheter des machines ultra performantes en termes de productivité. Donc là, il faut vraiment taper dans l'ultra-moderne, enfin voilà, dans des machines qui ont une productivité incroyable, pour diluer du coup le surcoût le coût social français, qui n'est pas critiquable en tant que tel, c'est quand même un sacré avantage, donc il faut essayer de le tenir et de le maintenir. Et donc relocaliser intelligemment pour éviter d'avoir à trimballer toutes les matières premières ou des t-shirts faits en Chine, etc.
Parce qu'en moyenne, un produit qui a été fait localement par rapport à son équivalent fait à l'autre bout du monde, il y a souvent un facteur 2. Pas qu'en bilan carbone, en bilan environnemental global, on a un Ouais. facteur 2. Donc il y a une énorme efficacité en fait à relocaliser. On va revenir après sur justement la manière dont on peut évaluer l'impact environnemental, planétaire, carbone, etc. Mais tu parles de relocalisation, ça fait quand même vachement longtemps qu'on parle de la nécessité de Ah oui. relocaliser. Alors moi, je me souviens, la crise des subprimes, 2007-2008, on avait dit, il faut relocaliser, il faut en fait qu'on ait une économie plus résiliente. Pour avoir une économie plus résiliente, il faut avoir des systèmes de production en réalité qui sont partis ailleurs. À l'époque, Nicolas Sarkozy avait même nommé des hauts commissaires à la réindustrialisation, mais bon, en fait, le produit de leur travail n'a pas produit beaucoup d'effets. On se souvient un peu plus récemment la crise, évidemment, en fait, de la Covid, la crise sanitaire. Oui. Bah, ça aussi, en fait. Et puis, on a encore l'impact, notamment sur les questions logistiques, mais sur les médicaments, sur les principes actifs qui sont produits en Chine. Mais ça, c'est pareil, en fait. Paracétamol, enfin, ouais. Et pareil, encore une fois, sur le volet environnemental. On sait que, au final, si on veut avancer, il faut réindustrialiser. Il faut, en fait, que les outils de production soient au plus près C'est ça. à À des une zones de échelle qui consommation. soit, oui, à une échelle la plus courte possible. Alors après, il faut trouver le bon équilibre. D'ailleurs, nous, si on prend l'exemple de nos chocolateries ou torréfaction, il ne s'agit pas de faire des micro-usines, qui du coup ne seraient pas rentables. Donc il faut trouver la taille critique par type de produit, de manière à créer quand même des sites de production qui soient naturellement rentables. Sinon, effectivement, ça ne dure pas longtemps. Mais on sait en fait que le t-shirt produit en France ou le chocolat produit en France, il est quand même plus cher. Oui, mais alors, prenons l'exemple du t-shirt. Un t-shirt fait à bas coût, dans des conditions sociales même pas imaginables, on va dire. On va en acheter, on va en acheter une dizaine, on va se faire plaisir. On achète 10 t-shirts faits en Chine ou ailleurs à 50 €. Qu'est-ce qu'on a comme choix en face? C'est d'acheter également pour 50 € 2 t-shirts faits en France. Sauf que la qualité sera meilleure, le bilan environnemental, n'en parlons pas, les conditions sociales aussi, etc., etc. Donc en fait, l'innovation, on a parlé tout à l'heure d'innovation, d'hybridation, par exemple pour Grain de Sel, innover en associant du maritime et de l'agroalimentaire. Il y a un autre gros pan de l'innovation qui va être nécessaire dans les décennies à venir, c'est l'innovation dans nos comportements d'achat. Et ça, c'est pas non plus de la technologie. On retombe à nouveau dans de l'innovation comportementale. Et c'est là où il va falloir que le consommateur apprenne et s'habitue au fait de consommer moins, mais consommer mieux. Et donc cette notion de qualité, du coup, revient, la qualité au sens large, c'est la qualité du produit, mais la qualité environnementale également du produit, doit revenir comme une préoccupation de base, puisqu'on est tous sur une planète aux dimensions finies, donc, et puis on n'a pas le choix, on ne peut pas se barrer, donc il faut bien faire avec. Pas encore. Et donc, c'est pas encore en tout cas. Et donc, cette manière d'acheter qui consiste à consommer moins mais consommer mieux, c'est impératif, absolument impératif. Et alors, si on prend l'exemple du textile, qui est peut-être l'industrie la plus polluante au monde, effectivement, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Et c'est là où on voit qu'aujourd'hui, il n'y a pas l'offre, ou l'offre, en tout cas, elle est très réduite. Donc, il y a besoin de relocaliser sur le textile et pas faire les choses à moitié. Il ne s'agit pas de faire, comme j'ai vu de temps en temps, un sac où il y avait un magnifique petit drapeau bleu-blanc-rouge. Et je creuse, je regarde, et puis je tombe sur l'étiquette. C'était designé en France. C'était du flanc, quoi. Avec un C'était beau, du flanc joli, complet, avec un joli petit drapeau français qui laissait penser Ouais. que c'était pas vrai, en fait, Ouais. designé en France. Mais ça n'a aucun Tu sais, sens. c'était en fait les polémiques sur les produits dérivés des JO 2024. C'est ça, aussi. exactement. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est vraiment produire en France. Et donc, quand on parle de tissu, c'est métier à tisser compris. Ouais. Mais du coup, des métiers à tisser de compète, j'y connais rien. Mais voilà. Mais en tout cas, il faut investir dans de la machinerie qui soit performante pour qu'au final, le coût reste quand même raisonnable. Oui, absolument. Moi, un exemple que je cite souvent, c'est je travaille au conseil départemental des Côtes-d'Armor. Et au début du mandat, on avait mis en place un système qui s'appelait AgriLocal et qui mettait en relation les producteurs locaux avec les chefs des cuisines collectives et notamment en fait des collèges. Alors ils disaient mais c'est bien beau votre système, mais en fait tout coûte plus cher. Non mais certes ça coûte plus cher, mais c'est quand même la meilleure qualité. Oui, mais sauf que prix du ticket de cantine, c'est je sais pas, c'est peut-être 2,08 €, un truc comme ça. En réalité, le coût de revient était plutôt à
près de 10 euros, mais c'était subventionné évidemment par le conseil départemental. Et puis, pour les personnes, pour les chefs qui avaient décidé de tester, tout de même, ils se sont rendus compte de deux choses. La première, c'est que, effectivement, ils achetaient de meilleure qualité, donc c'était meilleur. Oui. Et les gamins, en fait, finissaient leur assiette. Eh ben oui. Consommer moins, consommer mieux. Ils consommaient moins, ils consommaient mieux, donc ils calibraient mieux à l'achat. Donc au final, à enveloppe constante, c'était la même chose. Et il y avait moins de déchets. Donc en fait, c'était méga vertueux. Je prends un autre exemple, des fois, d'ailleurs, pour illustrer ça. Rentrons dans un magasin, là, on s'imagine dans une grande surface, et puis on arrive à l'étal des fruits et légumes, et puis on voit kilo de carottes conventionnelles, 2 euros le kilo, et puis à côté, kilo de carottes bio, 3 euros le kilo. Zut, quand même, 1 euro d'écart. Mais d'où vient l'euro d'écart ? Il faut réfléchir un petit peu. L'euro d'écart, en fait, c'est de la productivité que l'agriculteur a réussi à générer à coup de perlimpinpin distribué sur sa petite terre, qui a finalement flingué la biodiversité à l'endroit pour favoriser la carotte, finalement, puisqu'on on donne la priorité à la carotte. Et donc, cette économie, on l'a fait une fois de plus sur le dos de la planète. Autre exemple, quand on va aller trimballer nos fameux 10 t-shirts que j'ai cités tout à l'heure dans un porte-conteneur pour 3 fois rien, cette économie qu'on a fait sur le transport, on l'a également fait sur le dos de la planète puisqu'on a diffusé des gaz à effet de serre. Donc on voit qu'il n'y a rien de gratuit en fait. On a eu effectivement pendant des décennies cette habitude d'acheter beaucoup à pas cher, quelque part, sans se douter que cette économie se faisait au détriment de notre terre, quoi, tout simplement. En fait, les gens s'en foutent parce que, grosso merdo, on vit 80 ans, on travaille 40 à la planète, notre échelle. Alors, sauf quand même qu'il y a aujourd'hui 2 éléments qui deviennent perceptibles, et quand un phénomène mondial devient perceptible humainement, on peut se gratter la tête déjà. Donc, le premier, effectivement, les canicules. Et le deuxième, pour ceux qui avaient la chance de voyager dans les années 80 en été, qui partaient en vacances, à l'époque, tous les 200 km, si on ne s'arrêtait pas pour nettoyer le pare-brise, on allait au carton. Le syndrome des moustiques. Alors qu'aujourd'hui, on peut rouler 200 km en été, il n'y a quasiment pas de traces sur le pare-brise. Et ça, c'est une très mauvaise nouvelle, évidemment. C'est en fait une lecture très directe de la chute de biodiversité qu'on vit en ce moment, et qui est une chute sans équivalent. C'est incroyable de voir à quel point, à force effectivement de pesticides, de fongicides et compagnie, on a fini effectivement par gagner. La biodiversité. Voilà. Or, la biodiversité, c'est toute la chaîne alimentaire en fait qui est impactée. Donc aujourd'hui, ce problème n'est pas suffisamment d'ailleurs évoqué. Je pense que ça va être un des prochains sujets après les gaz à effet de serre, mais la chute de biodiversité, c'est quelque chose qui doit devenir notre préoccupation majeure aujourd'hui. Et donc, il va falloir effectivement s'habituer à consommer plus de bio. Pas forcément, d'ailleurs, parce que c'est bon pour la santé, ça c'est évident, mais surtout pour protéger nos terres et protéger la biodiversité. On parlait justement de la manière d'évaluer un petit peu l'impact de nos productions. On va dans un supermarché, on est très intéressé en fait par acheter des produits qui nutritivement en fait sont de qualité. Donc il y a les Nutri-Score, A, B, C, D, E, etc. Donc on sait grosso merdo, en fait, si c'est plutôt bon pour la santé, mauvais pour la santé, même s'il y a des exceptions, notamment sur le chocolat. Indicateur. Alors oui, pour le chocolat, ça marche tu pas. Racontais que on avait pas fait trop les bien. tests sur c'était un Douar 85 et on était toujours en D. Parce qu'un Douar 85, oui, il y a un peu de sucre et il y a un peu de gras, donc c'est terminé. Donc, pour le chocolat, ça marche pas. Quelle que soit la qualité en fait, du chocolat. Il ne faut pas en manger 10 tablettes par jour. On n'est pas obligé, non. À quand parce que la question, c'est celle de la responsabilisation finalement des individus. C'est de changer radicalement les comportements, plutôt en bien qu'en mal. Il faut conscientiser un peu les choses, il faut éveiller un peu les consciences sur les sujets et dire à ces gens-là, c'est-à-dire toi, moi, c'est-à-dire tous les consommateurs, vous voyez, en fait, vous avez le choix aujourd'hui, en fait, non pas de choisir un t-shirt sur la base de son prix, c'est ça, mais également en fait de son impact environnemental. On fait comment ? Ça n'existe pas aujourd'hui en fait ces indicateurs. Alors il y a justement un nouveau label qu'on est en train d'étudier de notre côté qui s'appelle non pas le Nutri-Score mais le Planet Score, qui est en fait un cran au-dessus et qui embarque justement ces problématiques environnementales au sens large. On est en train de travailler un petit peu avec eux, notamment pour un petit peu raffiner le modèle, notamment sur la prise en compte de l'économie carbone. Parce que dans l'état actuel de leur modélisation, le fait d'être en bas carbone en maritime ne change rien. Donc c'est un petit peu dommage quand même. Donc voilà, on travaille avec eux, on va essayer de l'améliorer, et de manière à ce que ce critère Planet Score puisse devenir
quelque part la référence de base Ouais. en fait sur les Et c'est produits. quoi? C'est parce qu'ils n'arrivent pas à le mesurer, en fait? Ils n'arrivent pas à Je mesurer sais pas, j'ai pas le l'impact détail, du c'est l'équipe qui transport, bosse dessus, ouais. mais j'ai eu D'accord. un retour rapide l'autre jour avec le marketing là, qui bossait là-dessus. Mhm. Et nous, on aimerait bien en tout cas l'utiliser. Bah, Ça donnerait, disons, une vision un peu plus large que les simples qualités nutritionnelles, qui sont Mhm. également quelque chose d'important, hein, Ouais. évidemment, mais qui permet d'aller au-delà, quoi. Un Ouais. produit, c'est pas que ses qualités nutritionnelles, c'est globalement comment on a fait pour le produire. En interne, toi, tu connais est-ce que vous arrivez à évaluer à Gransey, justement, en fait, le coût carbone, hein, ou On est en train planétaire, de le fait, faire des en ce produits? moment. Ouais. On voulait attendre quelques années que l'entreprise soit un petit peu stabilisée quand même avant de Mhm. lancer le bilan carbone. Ouais. Donc là, c'est en cours en ce moment et on aura les premiers résultats en juillet, Ah, qui, à mon super. avis, d'ailleurs, ne seront pas forcément terribles. Mhm. On va avoir évidemment une bonne note sur le maritime, mais c'est pas que. Ouais. Il y a ce qu'on appelle le scope 3, Ouais. qui est tout le scope en fait, de sous-traitance, et notamment de transport, si on prend l'exemple de nos transporteurs, hein, qui, eux, le font pour l'instant, en tout cas, de manière classique. Donc j'espère que petit à petit, ils vont s'électrifier. Mais on voit que pour réussir à avoir un bilan carbone global qui soit efficace, il faut raisonner donc scope 1, scope 2, scope 3. Et que ça demande un effort tout azimut. Et c'est ça la bonne vision, et pas d'ailleurs que sur le bilan carbone, hein, sur la vision globale. Et c'est pour ça que je parlais du fameux donut, enfin de la théorie du donut tout à l'heure, c'est qu'il faut agir sur plusieurs leviers en même temps pour adresser la problématique environnementale globale. Puisque le sujet du moment, c'est comment on fait pour réduire notre pression environnementale. C'est pas, Ouais, c'est vraiment le c'est pas que le sujet, bilan hein. carbone. Ouais. Et donc là, on voit que oui, sur la chaîne de distribution, au-delà des navires, il faut qu'on s'améliore. Donc c'est au passage pour ça qu'on duplique nos unités de production. Et qu'on va aussi essayer de mettre la pression comme on peut sur nos transporteurs pour essayer de rendre leurs camions un peu plus sympas qu'aujourd'hui quand même. Et là, il y a des vraies solutions qui vont arriver. Mais on voit que ça demande un effort permanent. Là, tu parlais, là, il y a donc 9 limites. 9 limites. Ouais. Changement climatique, utilisation de l'eau douce, Ouais, cycle de l'azote. C'est ça, le cycle de l'azote et du phosphore qui est en fait indirectement lié au déséquilibre de l'agriculture conventionnelle. L'acidification des océans, C'est ça, la pollution chimique, oui. la charge atmosphérique des aérosols, Les aérosols, voilà. l'appauvrissement de l'ozone, Oui, celui de la biodiversité, Voilà. le changement d'occupation du sol. L'artificialisation, c'est le fait en fait de transformer une forêt en terrain agricole dans un premier temps, et dans un second temps, pire, d'y mettre un bâtiment. Ils évoquent un plancher social, Oui. avec un certain nombre d'autres critères. Eau, revenus, éducation, résilience, voie, emploi, énergie, équité sociale, égalité des sexes, santé et nourriture. C'est ça. Est-ce que vous avez placé des indicateurs face à chacun de ces critères? Alors, je ne les ai pas sous les yeux, là, mais effectivement, j'ai fait l'exercice volontairement de voir sur quoi Grain de Sail agissait au niveau des limites planétaires, donc le circuit extérieur, on va dire, mais également au niveau social. Ouais. Alors, je donne quelques exemples, juste pour montrer que ce n'est pas très compliqué tout ça. On a réussi au fil des années à monter nos salaires minimums à plus 18% au-dessus du SMIC. Donc, première chose, de manière à tout simplement faire en sorte que les gens qui travaillent chez nous, en étant à plein temps, se disent pas, arrivé au 15 du mois, zut, j'ai plus de sous. Quoi. Enfin, ça n'a pas de sens. Non, mais Donc, tu à un sais que, moment- est-ce que je peux faire une parenthèse? Ouais. Moi, c'est un truc délirant, hein. Ça veut dire que depuis toujours, je constate que l'État subventionne les très bas salaires en Ouais. disant, bon, bah, écoutez, les opérateurs économiques vont payer moins de charges ou voire plus de charges du tout en fait sur le SMIC, alors qu'il n'y a aucune incitation à payer davantage que le SMIC. Oui, alors après, c'est un choix d'entreprise, hein, pour le coup. Moi, j'ai estimé que je ne pouvais pas, en tout cas, laisser des salariés chez nous sur des salaires que j'estime trop bas, même au SMIC. Enfin, ça n'a pas de sens. 1 300 € net par mois, aujourd'hui, on ne fait rien avec ça. Ouais, Donc voilà, j'ai essayé en tout cas de prendre ma part. On offre également en interne la possibilité pour ceux qui le souhaitent d'investir dans notre entreprise directement, donc à travers d'une structure qui s'appelle Grain de Sail Participation. Et qui permet du coup de devenir actionnaire en fait, de la holding Grain de Sail, tout simplement. Donc ça, on l'a fait. On a aussi les aides Déjeuner dehors qui nous accompagnent depuis le tout début, hein, depuis les cafés. Donc, tu as eu un prix pour ça d'ailleurs. On a eu plusieurs. Même, c'est top. Et c'est des ouvriers en situation de handicap qui fonctionnent avec nous et ça se passe très bien. Et pour le chocolat aussi, évidemment. Et voilà, c'est une approche qui essaye d'adresser toutes les problématiques du moment, qui sont à la fois sociales et environnementales. Ouais. Et d'autres exemples au niveau environnemental, donc les produits bio, ça c'est un peu la base. On essaye d'économiser l'énergie. La chocolaterie de Morlaix, ça se voit pas, mais elle est couverte de photovoltaïque.
230 kW quand même en puissance sur la toiture. Mmh. On a un circuit d'eau fermé, en circuit fermé pour essayer d'économiser l'eau également, donc au niveau des systèmes de refroidissement des concheuses, qui sont les machines qui font le chocolat. Évidemment, le transport maritime décarboné. Enfin voilà, Mmh. on essaye de montrer, et c'est ce que j'essaye de faire de temps en temps en présentant ça notamment à des chefs d'entreprise, qu'aujourd'hui, une entreprise, comme nous-mêmes d'ailleurs en tant qu'individus consommateurs, Mmh. on est en capacité d'agir concrètement. Il n'y a pas besoin d'attendre je ne sais quelle technologie ou je ne sais quelle décision politique. D'ailleurs, Mmh. chacun doit prendre sa part, puisqu'on est co-responsable de ce qui se passe. Quand même. Là, il faut le dire. Mmh. En tant que consommateur, on est largement co-responsable, surtout dans les pays développés, de la catastrophe climatique en cours. Ouais. Et environnementale, d'ailleurs. Ouais. Donc, c'est à nous d'agir en tant que consommateur, en tant qu'acheteur, donc le fameux consommer moins, consommer mieux, en tant qu'entreprise, en regardant toutes les problématiques de l'entreprise et en essayant de les améliorer sur chacune des limites et également sur les critères sociaux. Parce que, alors c'est pareil, nous, par exemple, 0 dividende. On ne se verse jamais de dividende par principe. Ah ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit l'entreprise qui bénéficie justement du bénéfice. Je ne vois pas pourquoi on irait sucer le sang de l'entreprise une fois par an. En tant que patron, voilà, on s'en met plein les poches, on part avec nos dividendes, on est content, on va s'acheter des cadeaux. Quoi. Ouais. Ça n'a pas de sens. Non. Ça, on ne le fait pas. Ça fait partie maintenant de ce qu'on communique, même volontairement. Mmh. On ne souhaite pas se verser de dividendes. Et du coup, d'ailleurs, ça rend l'entreprise plus forte. Ouais, Parce que tout l'argent reste dans l'entreprise pour pouvoir réinvestir. Oui, il y a aussi peut-être une question d'engagement, parce que si les salariés et les collaborateurs voient qu'au final, la seule chose que vous prenez, c'est votre salaire et que les sous produits par l'entreprise... Ça n'a pas de sens. Je pense qu'aujourd'hui, c'est peut-être d'ailleurs un peu la différence entre développer une entreprise aujourd'hui et le faire il y a 20-30 ans, c'est qu'on essaye de donner du sens à l'entreprise. Vraiment pour que déjà nous-mêmes, on y adhère pleinement, quoi. Et puis que tous les salariés le fassent aussi, qui sont d'ailleurs maintenant pour la plupart actionnaires, du coup. Ouais. Donc on est un peu tous dans le même bateau, c'est le cas de le dire, mais on est dans le bateau avec plaisir, quoi. C'est un bateau qui est quand même sympa. Justement, pour parler des dividendes, moi je me souviens d'un chef d'entreprise de PME, et probablement en fait que quand on gère sa boîte, qu'on y a mis toutes ses tripes, d'ailleurs aussi son argent en investissement et en temps, mais en tout cas, je me souviens très bien en fait d'un reportage avec chef d'entreprise d'une PME française qui montrait la corrélation entre sa rémunération et la croissance de l'entreprise. Et en fait, on voyait une droite qui progressait, mais sans discontinuer. C'était la croissance de l'entreprise. D'accord. Et sa rémunération, en fait, qui progressait aussi. Et peu importe les accidents de croissance, parce qu'évidemment, on peut faire du plus 5, plus 10, et parfois, en fait, on se casse un petit peu la gueule. Et en fait, qu'il se casse la gueule ou qu'il fasse plus 30, en réalité, il avait toujours une progression très rythmée et très stabilisée de sa rémunération. Et on voyait que sa rémunération n'était pas indexée sur la performance de la boîte. Au contraire. Oui, mais ça, c'est très bien. Il faut montrer l'exemple. Nous, on a un autre critère que je n'ai pas cité, mais c'est qu'entre les salaires les plus bas et les plus élevés, le mien compris, je précise quand même, il y a un facteur 3 maximum. Un max. Voilà. Et on s'y tient. Donc ça veut dire que pour t'augmenter, il faut augmenter tes collaborateurs. Exactement. Non, mais c'est vrai. Mais après, c'est... Ouais. Enfin, moi, j'estime ne pas non plus avoir besoin de... Je cours pas après l'argent. C'est pas trop mon truc, puisque de toute façon, quand on a de l'argent, faut le dépenser. Du coup, il faut acheter des produits. Et bref, c'est l'inverse du consommer moins, consommer mieux. Donc, absolument. Je pense qu'il y a aussi d'autres plaisirs dans la vie. Le simple projet, d'ailleurs, tel qu'on l'a conçu, franchement, on se marre. Il y a du plaisir à développer tout ça. Quand nos marins sont en plein milieu de l'Atlantique et nous envoient une vidéo par satellite, moi je suis comme un fou, je la regarde comme les autres et on prend du plaisir à ça. On a réussi à développer un projet qui est quand même qui est très enthousiasmant, qui est très motivant. Et donc c'est ça en fait le cadeau. C'est pas de se payer indûment, on va dire, en fin de mois. Alors, est-ce qu'il y a un autre cadeau qui serait de l'autre côté de la chaîne? Parce que là, on parle de la production, de la commercialisation, du transport, de l'acheminement. Il y a aussi celui de la culture, du café et du chocolat sur place. Donc, avec la sélection des fournisseurs, avec probablement l'identification de ces fournisseurs et donc de
la manière de la juste rémunération des producteurs. Oui. Comment ça marche tout ça au sein de Alors, Gransey? ça, c'est pareil. Donc, c'est quelque chose qu'on a découvert au début, puisque je rappelle qu'on n'y connaissait rien dans tout ça, en agroalimentaire en tout cas. Donc, il a fallu qu'on découvre un peu les systèmes de production. Alors déjà, il y a 2 éléments de base auxquels nous, on a fait attention, sur notamment les cafés et les cacao. C'est de faire en sorte qu'on soit sur une agriculture bio, ce qui est un peu la base quand même. Donc, je rappelle, bio, biodiversité, ça sonne pareil. Et puis, parallèlement, un autre principe de culture qui est l'agroforesterie, qui consiste à faire un peu l'inverse de ce qui s'est hélas passé en Afrique, qui consiste à prendre une forêt, à dézinguer tous les arbres et à y planter à la place des cacaos ou du café. Alors que l'agroforesterie, ça consiste à planter entre les arbres des cacaoyers ou du café, qui sont du coup protégés par la canopée des grands arbres, qui étaient là bien avant, et du coup d'avoir également une production qui est plus costaud, plus résiliente, et qui résiste beaucoup mieux aux aléas climatiques, et notamment à la sécheresse. Donc aujourd'hui, le couple agriculture bio et agroforesterie, c'est ça qu'on essaye de pousser. Après, on a constaté que le système équitable, tel qu'il est fait aujourd'hui, c'est une très bonne idée, évidemment, et ça part d'un très bon sentiment. Mais on voit qu'au fil des années, l'argent qui descend de la prime équitable, qu'on paye tous en tant que consommateurs, a tendance à s'arrêter un peu trop au niveau de la coopérative et ne va pas descendre au niveau des producteurs. Et ça, on s'est un peu gratté la tête, on se dit, nous, on n'est pas forcément du coup très convaincus par l'efficacité, on va dire, du modèle. Et donc, ce qu'on est en train de mettre en place là, en ce moment, c'est de faire un peu de l'équitable nous-mêmes. Donc, en réservant budgétairement une prime, c'est assez facile. Moi, je le fais en fonction des quantités qu'on prévoit sur l'année. Donc, on réserve une somme d'argent qui est fait pour ça. Et on va essayer, là on essaye d'innover un petit peu là-dedans, de passer soit par une ONG ou par un groupement, de manière justement à favoriser la conversion en bio et de favoriser les projets d'agroforesterie. Et voir si c'est possible d'agir également sur, par exemple, de l'acquisition de matériel permettant de donner plus de valeur ajoutée aux producteurs. Je prends l'exemple du cacao, acheter par exemple des systèmes de séchage, des séchoirs pour les grains de cacao, pour les fèves de cacao. Donc voilà, ce sont quelques exemples. L'intérêt, c'est que quand on le fait à l'échelle de l'entreprise, on a l'équivalent d'une dizaine ou d'une vingtaine de producteurs à vérifier. Quand je dis vérifier, c'est de bien vérifier que l'argent ou les moyens sont descendus vers ces personnes-là. À l'échelle d'une entreprise, c'est possible. Quand on est sur un plus gros, il y en a quelques-uns de connus sur les logos, les logos équitables, le problème, c'est qu'ils n'ont pas toujours les moyens humains d'aller vérifier tout ça sur place. Et c'est là, on voit qu'à un moment donné, si on raisonne sur quelque part, alors c'est pas du circuit court, mais sur une entité un peu plus réduite à l'échelle d'une entreprise, on a finalement plus de capacité à aller vérifier ça qu'un très gros. Et donc, Gransey va essayer au fil des années de faire de l'équitable à la sauce Gransey, sans logo. Mais après tout, moi, je m'en fous des logos. Moi, ce qui compte, c'est que nos producteurs, au final, aient bien bénéficié des budgets qu'on réserve. Et ça, c'est super intéressant, ce que tu dis, et ce qui nous achemine un petit peu vers la fin de cet épisode, c'est que le récit, finalement, de Gransey ne passe par aucun marqueur que l'on peut retrouver de manière un petit peu classique, de façon un peu marketing, dans l'appropriation d'éléments de langage du secteur. L'entreprise à mission, les sociétés à impact, la labellisation Bicorp, etc. etc. Tout ça sont des grands mots, mais au final, ce ne sont pas les mots qui comptent, ce sont les actions. Mais normalement, en fait, c'est censé témoigner, ces sortes de certification, ça témoigne un petit peu, ça facilite un peu la connaissance du consommateur pour choisir un peu. Mais c'est vrai que peut-être que les consommateurs Gransey sont hyper fidèles, connaissent, ils s'informent. Ils connaissent, on essaye d'expliquer ce qu'on fait, mais après, j'avoue que je ne suis pas forcément très fan de toutes ces médailles, un peu comme les grands généraux russes, avec des médailles de tous les côtés sur leur costard militaire. Là. On ne fait pas tellement les choses pour le montrer, on fait les choses parce que on est convaincu qu'il faut les faire déjà. Alors après, on l'explique quand même sur le site. Il y a une rubrique notre philosophie durable sur le site internet de Gransey, gransey.com, qui explique à la fois tout ce qu'on a déjà fait et surtout tout ce qui reste à faire. Parce qu'en fait, c'est sans fin. Et c'est ça aussi une des finalités dans d'autres manières d'opérer, c'est qu'on estime qu'on n'est jamais arrivé au bout. Et donc, tout le temps, on se pose la question de ce qu'on est capable d'améliorer. Et c'est ça aussi le bon état d'esprit, je trouve, dans le monde de l'entreprise et même de nous en tant qu'individus. C'est
On est quand même 8 milliards sur Terre. On exerce du coup une pression environnementale qui est quand même colossale. Je pense que si on voulait vivre de manière durable avec, disons, un comportement de consommateur de pays développés, il faudrait plutôt qu'on soit 2 milliards. Disons 3, soyons fous. Mais 8, non. 8, ça passe pas. Non. Donc, il y a deux solutions. Soit on réduit la démographie, ce qui peut être aussi une solution. Hein. Moi, je pense qu'on devrait être moins. Il faut peut-être arrêter de se reproduire comme des lapins, quoi. Et puis, parallèlement, d'essayer de modifier nos habitudes, comme on l'a dit, pour tendre vers du consommer moins, consommer mieux. Mais voilà, il faut être factuel. Hein. Et là-dessus, effectivement, moi, j'ai pas besoin de dire qu'on est entreprise à mission ou alors le B Corp, on va quand même essayer parce que c'est un niveau de certification qui est tellement costaud qu'on va quand même, on espère en tout cas pouvoir être certifié B Corp en 2025. Ouais, c'est bien. Mais là, c'est un peu balèze, mais on va s'y mettre. Hein. Je pense qu'on va pour une réussir. entreprise aussi super structurée comme la tienne. On fait ce qu'il faut. Là, d'ailleurs, on est en plein audit ISO. Demain, tiens, pas plus tard que demain, on fait notre audit ISO. C'est quoi, c'est l'ISO 26000 ISO 9000. Non, ISO 9000 pour commencer. Okay. On est tout jeune, hein, on oublie ça, mais Grainsail a commencé en 2013, donc on a juste 10 ans. Ouais. Donc là, on va faire l'ISO, le bilan carbone qui est en cours, et de manière à effectivement obtenir la certification B Corp en 2025, normalement. Et de petit à petit se développer en restant cohérent, à la fois sur le maritime, en rajoutant des navires. Donc là, on est en train de raisonner sur plusieurs navires, hein, déjà, 4, 5 navires, toujours opérer sur l'Atlantique, développer petit à petit d'autres unités de production sur la côte est des États-Unis, en Europe, et montrer qu'on peut avoir un modèle, en tout cas, de développement qui reste plus vertueux, avec un minimum de pression quand même. Hein. N'oublions pas le cercle intérieur du donut qui est la pression minimum. C'est-à-dire le fait d'être sur Terre, même si on prend l'éducation, par exemple, scolaire, l'éducation scolaire nécessite de faire une école. Une école génère une pression environnementale. Donc, on ne peut pas tomber à zéro. Ça, c'est impossible. Il faut juste faire attention à ces fameuses limites hautes. C'est celle-là qui compte, le fameux plafond environnemental. Et donc, on essaye de développer ce modèle Grainsail en tenant compte de ces fameuses 9 limites. Et c'est très intéressant déjà, puisque c'est une approche qui est beaucoup plus exhaustive, en tout cas, que la RSE, un peu violon quand même, ou le développement durable, un peu trop simpliste à mon goût, et qui laisse du coup la porte grande ouverte au greenwashing, hein, faut quand même dire les choses. Vous avez inauguré, en fait, il n'y a pas très longtemps, c'est quoi, 2021 En octobre 2021, la toute nouvelle chocolaterie de Morlaix, puisque historiquement, on était à Lameur, c'est à 20 minutes, en fait, dans le nord de Morlaix. Mais c'était un ancien corps de ferme avec une boîte blanche en fait à l'intérieur, hein, donc une salle agroalimentaire, hein, mais qui était devenue évidemment trop petite. Et donc on a monté cette nouvelle chocolaterie à Morlaix qui fait 2500 m², donc qui est vraiment l'outil de production, hein, de base pour nos chocolats au sens large, tablette compris évidemment, et avec en plus une zone de vente directe qui est elle-même connectée à tout un couloir de visite qui permet, on va dire, c'est un couloir qui se parcourt dans les deux sens. À l'aller, on apprend un petit peu toute la théorie sur le chocolat avec les origines géographiques, l'histoire, etc. Et au retour, on passe devant la production. Ce qui fait qu'en un aller-retour, en fait, on a appris un petit peu la théorie et la pratique. Ouais, que sur le chocolat, pas sur le café. Que sur le chocolat. Ouais. Le café, c'est plus bas. C'est au siège d'ailleurs de l'entreprise, donc à Morlaix. La torréfaction est située au pied de la rivière, donc à côté des écluses. Et c'est là où est mon bureau d'ailleurs. On est au pied de la rivière et la torréfaction s'est toujours fait là. Alors là, on est en train d'en monter une deuxième d'ailleurs à Tollet qui va permettre de booster la capacité de production en café, puisque là, on est par exemple en région parisienne, on commence enfin à distribuer nos cafés. Ouais. Mais jusqu'ici, on ne voulait pas le faire parce qu'on était trop limité en fait en capacité de production. Ah ouais, d'accord. Donc là, on a réinvesti dans un torréfacteur plus puissant, avec une ensacheuse, etc. Donc c'est un développement progressif, mais c'est vrai que la chocolaterie de Morlaix, elle est emblématique. C'est quand même, on a fait un beau bâtiment qui est très plaisant, même pour les ouvriers de l'ESAT. On a même travaillé la couleur de la lumière pour que ça soit plus chaud, plus agréable. Il y a une forme de scénographie sur place, donc ce qui améliore, j'imagine, les conditions de travail, évidemment. Oui, c'est ça le but, c'est de se dire, quitte à travailler 8 ou 10 heures par jour, autant le faire dans des conditions sympas, quoi. Ouais. Et c'est un peu le fil conducteur un peu de tout ce qu'on fait, d'ailleurs. Et sur les bateaux, pareil. Grainsail 2, ça va être un navire assez
assez plaisant, on va dire, à naviguer, quoi, avec plus de place, Il est prévu pour quand, du d'ailleurs? confort. Là, il sort au mois d'octobre-novembre. Il va être maté sur Lorient. On va jouer avec D'accord. pendant un mois ou deux pour tester quand même, Ouais. voir si tout Ouais. va bien. Et Que il tout va tient. débuter ses opérations de transport dès le mois de janvier. Donc c'est un navire qui va faire, il va beaucoup plus naviguer que le premier. Donc le Mhm. Grand Parce que Sail le premier, 1, il reste quand même d'actu, il reste. oui, Ah, c'est il un fait navire partie qui passe 180 jours par an en mer, quand Ouais. même. Donc c'est un navire qui navigue beaucoup, mais qui Mhm. fait que 2 boucles par an, 2 D'accord. boucles transatlantiques. Ouais. Donc 4 transats par an. Mhm. Grand Sail 2 va la première année faire 5 boucles par an, donc Ouais. 10 transats par an, Ouais. du coup, parce que la boucle c'est un aller-retour. Mhm. Et à partir de 2025, c'est un navire qui fera 6 boucles par an. D'accord. Et voilà, donc c'est un navire qui va passer 250 jours en mer à peu près, quoi. Donc ce sont des navires qui sont évidemment beaucoup plus exploités qu'un navire de plaisance. Je rappelle la stat en France, un navire de plaisance sort 3 ou 4 jours en mer Ah, seulement? par an. Ah ouais? C'est ça. Ah ben, il est là le vrai coût environnemental. Non. Ah oui. Donc c'est bien d'avoir un bateau, mais c'est encore mieux de naviguer avec. Donc Ouais, c'est ça. Bah oui. c'est vrai que là, pour le coup, Grand Sail 2, ce sont, cette gamme de navires, en tout cas les 50 mètres, ce sont des navires qui sont vraiment faits pour la transatlantique. Une capacité d'emport de 238 palettes, 350 tonnes, un équipage de 7 marins, Mhm. 9 cabines, donc il y a 2 places supplémentaires. D'accord. Et puis voilà, quoi. Donc, Hmm. c'est le navire de transport très bas carbone, avec 90 à 97% d'économie, Mhm. une vitesse de 11 à 12 nœuds, donc très efficace, Mhm. qui transporte l'unité logistique, c'est la palette. Mhm. Donc, il n'y a pas de conteneur, c'est vraiment du chargement en palette direct. Et puis voilà, quoi, c'est une espèce de bête de course environnementale, très bien toilée, Ouais. très beau en plus. Enfin, je pense qu'on a reçu le design. Bon, après, Alors, il est fait sur quel chantier? il est fait chez Piriou. D'accord, ok. Chantier Ils Piriou, sont mais pas situés où? Piriou en Bretagne. Il n'y Ouais. avait pas assez de place, en Ah tout ouais cas, pas de slot, comme Mhm. on dit dans le métier, pas de slot disponible. Mais donc, il est fait au Vietnam, à Ho Chi Minh. D'accord. Et ils ont une très, très bonne qualité de réalisation là-bas. Enfin, c'est, Ouais. Franchement. Ok, donc C'est en top, fait, le test, ça sera Ho Chi Minh. Alors dans non, les- le test, on va Saint-Malo. le tester autour de la Bretagne, golfe de Gascogne s'il faut, enfin, Ouais. dans nos conditions, on va dire. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, c'est un navire qui va être, je pense, assez impressionnant quand même, Ouais. parce qu'on a des Ah, on mâts a carbone dans le mât arrière qui fait 50 mètres. Donc Mhm. c'est... Alors, bête. il me semble que Grand Sail 1 ne permet d'acheminer que 50%. Oui. Des... C'est-à-dire qu'il est déjà saturé depuis longtemps, on le Ouais. savait. On voulait limiter le risque industriel en démarrant par un navire en de 24 mètres. sous-dimensionnant. En un sous-dimensionnant, peu, mais voilà, parce qu'en ouais. maritime, il faut être un peu humble quand même. L'humilité, c'est un peu la base en Ouais, maritime. ouais, ouais. Et on a bien fait d'ailleurs, parce qu'on a appris énormément avec ce premier navire. Mhm. Et effectivement, on réussit en ce moment à trimballer à peu près 51-52% de nos cacao Mhm. avec ce navire, et un petit peu de café. Pas beaucoup de café, Mhm. mais parce que toute la place est prise par le cacao. Ouais. Mais comme notre but, c'est de faire 100%, Ouais. c'est pour ça qu'il nous fallait le Grand Sail 2 dès que possible. Et là, c'est largement possible. Grand Sail D'accord. 2 permettra de transporter tous les cafés et tous les cacaos. Ok. Voilà. Très bien. Et plus, d'ailleurs, chargeurs, il restera plus encore de de la vin, place quoi. pour des chargeurs, pour transporter d'autres types de produits. Donc, c'est un navire qui va être... Oui, parce que tu bien vas occupé. ouvrir en fait le Grand Sail 2 à d'autres On entreprises ouvre nos pour cales, d'autres contenances. on ouvre nos cales, effectivement, pour d'autres chargeurs. Et à tel point d'ailleurs que donc il y a actuellement 2 entités principales chez Grand Sail. Donc Grand Sail qui est l'entité qui fait les chocolats, Grand Sail Shipping qui est l'armement maritime, donc propriétaire et exploitant des navires. Et on va rajouter là, donc dans les jours à venir Grand Sail Logistics qui sera donc l'opérateur, l'organisateur, on va dire, des transports, à la fois pour le compte de Grand Sail et des différents chargeurs ou freight forwarders, transitaires. Et de manière à pouvoir, même au niveau de ce qu'on appelle la commission de transport, parce qu'on est commissionneur de transport, donc on a cette capacité à organiser des transports d'un point A à un point B. On est en plus OEA, donc opérateur économique agréé. Mhm. Donc, ce qu'on veut montrer aujourd'hui, c'est que on est capable d'être largement aussi professionnel que du transport classique. J'aimerais même, à la limite, qu'à un moment donné, nos clients, chargeurs ou freight forwarders oublient que c'est un bateau à voile et qu'on normalise quelque part cette notion de transport fortement décarboné. Ouais. Que ça devienne
logique, cohérent, simple, Le réflexe aussi. de passer par un navire comme ça, plutôt que de passer par un porte-conteneur. D'accord. On est passé un petit peu vite là sur la chocolaterie et Oui. sur le parcours pédagogique, sur comment ça se passe. C'est un parcours tout simple. Alors déjà, c'est pas cher, c'est 3 €, je crois, le parcours. Donc le but, c'est pas de dépenser de l'argent là-dedans, c'est de venir et de comprendre un peu ce qu'on a voulu faire. Et c'est à la fois destiné à des scolaires ou à des adultes, évidemment, pour vraiment comprendre. Alors, il y a plusieurs niveaux de lecture. On peut passer rapidement ou au contraire creuser un peu le sujet. Donc, il y a beaucoup d'informations, mais qui ne sont pas que des affiches fixes. Il y a beaucoup d'écrans, il y a des vidéos, il y a plein de choses en fait, qui sont montrées. Donc, c'est très vivant. Il y a même un jeu vidéo, à un moment donné, qui est un jeu qui consiste à correctement concher. Donc, l'opération de conchage, c'est ce qui permet de réduire la taille des particules, notamment pour faire du chocolat bien fluide, donc sous les 25 microns. Et une autre partie du jeu qui consiste à aller développer ce qu'on appelle les bêta 5, qui sont les cristaux qu'on cherche à développer dans le chocolat pour avoir un chocolat bien brillant, bien cassant. D'accord. Sachant qu'il y a également les bêta 1, bêta 2, bêta 3, etc., que ceux-là, qui sont plutôt à éliminer. Nous, ce qu'on veut, c'est les bêta 5. Voilà. Fais comment pour les avoir? C'est une histoire de courbe de température qui est bien connue dans le monde du chocolat. Ouais. D'accord. Donc, on a un chocolat décristallisé à 45 degrés. On va faire baisser la température à peu près à 28. Là, il y a tous les cristaux qui se développent. Et on fait remonter la température à peu près à 31 degrés, 5. Ouais. Il se fait que seuls les bêta-5 résistent à cette température-là. Ah ouais. Et hop, après, on redescend. Et donc, D'accord. on a créé un chocolat qu'on appelle un chocolat cristallisé. D'accord. Et en refroidissant, ça va générer un chocolat bien brillant, bien cassant. À l'inverse, si on prend un chocolat totalement décristallisé et qu'on le solidifie en une seule fois, donc on fait baisser sa température, on aura un espèce de chocolat un peu pâteux, un peu désagréable en fait en bouche. Ah ouais, d'accord. Très bien. Donc la cristallisation du chocolat fait partie de la maîtrise de ce processus d'élaboration. Ouais, c'est ce que tu disais, c'est compliqué en réalité. C'est de faire très un chocolat. compliqué. Le chocolat, c'est... Enfin, le café à côté, c'est une promenade de santé, quoi. Ah ouais. Le chocolat, c'est très complexe, ça demande beaucoup de machinerie. Chaque tuyau qui transporte du chocolat doit être un tuyau qui doit être chauffé, donc tuyau double pot. La moindre pompe doit être chauffée. On est au 10e de température partout. C'est infernal. Franchement, là, on est un peu détendu maintenant parce qu'on a appris depuis des années, mais au début, on a souffert. Ça a été très compliqué de monter ça. Donc, il y a des ingénieurs qui travaillent à grain de sel. On a fait venir des spécialistes, on a recruté des chocolatiers, on a recruté un directeur de production, etc. Enfin, on a staffé l'entreprise pour atteindre le niveau de maîtrise rapidement. Finalement, à la chocolaterie, on parle, ce parcours témoigne de la fabrication du chocolat. Il ne témoigne pas, alors peut-être que je me trompe parce que malheureusement je ne l'ai pas fait, bien que j'ai pu m'approvisionner en chocolat à l'usine. Encore une fois, des engagements, des process, de la manière de faire. Est-ce que on va un jour en fait avoir un lieu où on apprendra justement comment grain de sel s'est constitué, sa logique, comment en fait, quelle est la philosophie qui a animé un petit peu tout cela? Parce que c'est bien de faire. Mais si on a envie aussi d'inspirer un peu le changement, si on a envie d'inspirer les gens à changer de modèle, il faut aussi en fait que les gens sachent s'inspirer de ce qui a existé et de ce qui a fonctionné. Donc ça aussi, c'est quand même relativement important. C'est pas assez. C'est vrai que on s'en rend pas forcément compte. Là d'ailleurs, ce podcast est intéressant pour ça parce que il laisse le temps d'expliquer les choses quand même dans un niveau de détail plutôt satisfaisant, en tout cas je trouve. Mais il est vrai que ce niveau d'explication, il n'est pas toujours facile à communiquer au travers d'un simple packaging. On essaye de le faire au travers du site internet, mais qui est déjà assez verbeux. Il faut aller le voir quand même, il y a de la matière. Ouais, il y a de l'info. Mais alors justement, je pense que la rubrique, au passage, notre philosophie durable, est peut-être la rubrique un peu clé dans tout ça, puisque on montre très concrètement justement ce qu'on a mis en place. Ouais. Donc là, si on veut vraiment en apprendre plus sur grain de sel, je pense que c'est là qu'il faut aller. Ouais. Elle est dans le menu principal, notre philosophie durable, graindesel.com. Et c'est là où on essaye de détailler toutes les actions qu'on mène en parallèle, du coup. Et j'insiste sur le mot, c'est pas du tout du séquentiel, on fait plusieurs choses en même temps. Et pour essayer de répondre à cette problématique globale des limites planétaires et des contraintes sociales. D'accord. Il y a peut-être d'autres objectifs à mener pour, d'ailleurs, participer à des podcasts, avoir une visibilité dans les médias.
avoir un contact aussi proche, direct, peut-être par les packaging, peut-être directement par les usines. On a eu cette chance quand même dès le début d'avoir un sujet qui était suffisamment enthousiasmant pour que on ait pas mal de journalistes qui sont venus nous voir spontanément pour faire des reportages. On a eu des reportages sur TF1, France 2, M6, Le Guardian, enfin tout quoi, le New York Post. Enfin, c'est assez étonnant à quel point on a soulevé l'enthousiasme, en tout cas par rapport à notre projet. On avait notamment pendant la crise Covid des journalistes qui venaient parce qu'ils en avaient ras-le-bol de traiter des sujets qui étaient un peu déprimants. Ah, ils voulaient un truc Ils venaient dépaysant, chez quoi. nous, au moins chez vous, il y a du positif, ça marche. Donc, Ouais. on a eu beaucoup de communication et donc, quelque part, la notoriété de la marque Grain de Sel vient aussi un petit peu de ça quand même. Ouais. C'est là où on voit le fameux effet du cercle vertueux. Quand on veut vraiment bien faire les choses, on se facilite un petit peu le travail en même temps. Donc, ce qui pourrait passer pour des contraintes de finalement essayer de baisser notre pression environnementale et d'améliorer le social, en fait, c'est que du positif. L'entreprise fonctionne mieux grâce à ça. On communique mieux sur nous, on recrute plus facilement. Enfin, franchement, moi, j'aurais aucune raison aujourd'hui de revenir en arrière et de modifier notre manière de faire. C'est pas du tout une contrainte, en fait. Quand on le fait vraiment, Ouais. on le fait vraiment, j'insiste. La question, en fait, de dire qu'on est vertueux, il faut le prouver. Ouais, Et c'est vrai que si on arrive à témoigner de cela, notamment à ses collaborateurs, on a davantage d'engagement. Et c'est pareil avec, j'imagine, les clients. Si la promesse est livrée, on la livre parce qu'on arrive justement à mener toutes ces actions, ils seront au rendez-vous. Et quand c'est factuel, il y a un moment donné, c'est pour ça que je prends régulièrement le temps d'expliquer concrètement comment on a fait les choses. Il n'y a pas de secret, déjà. Dire qu'on a mis du photovoltaïque sur la chocolaterie, franchement, c'est pas un problème, quoi, au contraire. Et donc, ça montre simplement qu'aujourd'hui, on a vraiment des leviers pour agir de manière très concrète et qu'il suffit de s'en donner un peu la peine, quoi. Ouais. C'est pas si compliqué que ça. Ouais. Il faut surtout pas chercher à trop intellectualiser, on va dire, la recherche de solutions. Je pense qu'il n'y a rien de pire. Au contraire, il faut regarder les choses de manière pragmatique et un peu exhaustive aussi, quand même. Ouais. Pas se limiter qu'au bilan carbone. On parle beaucoup des gaz à effet de serre et du climat, et c'est normal, c'est un vrai sujet, mais si seulement il y avait que ça. Ouais, mais aussi la dimension sociale avec les AT. C'est ça, voilà, de nombreux sujets. Et en plus, si les consommateurs vraiment se disent je fais un geste pour la planète ou pour la société en règle générale, et qu'en plus, en fait, j'y prends du plaisir, c'est tout bénef. Oui, c'est ça. Et c'est une philosophie de vie un petit peu aussi. Je pense qu'on doit tous mieux cohabiter sur la planète. Donc la prise de conscience, je pense qu'elle est réelle. Mais après, il ne faut surtout pas sous-estimer la difficulté de nos changements d'habitude. C'est là où la fameuse innovation comportementale, c'est ça qui va être le vrai sujet à venir. C'est qu'on se mette tous collectivement à évoluer dans nos manières de consommer. On dit souvent, par exemple, que les jeunes sont très au fait des problématiques environnementales, et c'est vrai. Mais pour autant, les jeunes adorent aller commander sur Internet tout et n'importe quoi. Ouais. Donc on voit qu'il y a déjà un écart comportemental là, qu'il faudrait quand même améliorer, quoi. Ouais. Donc la nature humaine, on a tous un circuit de la récompense qui est une espèce de cercle sans fin où il faut toujours acheter plus pour se faire plaisir et en fait on n'en a jamais assez. Et la nature humaine est assez mal faite de ce côté-là. Le circuit de la récompense fonctionne pleine balle depuis des décennies. On s'y est même habitué. Donc aujourd'hui, circuler dans une voiture fossile, c'est normal. S'acheter 10 t-shirts faits en Chine, c'est normal. Non, en fait, c'est pas normal. Non, donc c'est ça qu'il va falloir petit à petit. Il faut prendre conscience en tout cas de tout ça et modifier nos comportements. L'innovation comportementale, consommer moins, consommer mieux, relocaliser pour le coup, pour qu'il y ait de l'offre. Qu'on ait enfin le choix en France notamment, et dans chacun des pays, de pouvoir acheter des vêtements ou des légumes plus locaux, des voitures un peu plus vertueuses ou plutôt prendre le train, éviter de trop prendre l'avion. Donc là, c'est pareil, ça fait mal quand on se dit, non, je choisis de pas prendre l'avion. Franchement, c'est ça. Ça fait pas plaisir, mais bon, pour l'instant, en tout cas, on n'a pas d'autre solution. Peut-être qu'un jour, d'ici quelques décennies, on aura peut-être trouvé quelque chose. Je ne sais pas. Il ne faut pas non plus voir les choses de manière trop noire. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a une urgence, donc on essaye d'y répondre. Alors, c'est intéressant parce que ta démarche, en tout cas, moi, ce que je comprends de ton propos, c'est que il ne faut pas non plus privilégier aujourd'hui des solutions trop radicales.
Non, parce que la radicalité n'emporte pas l'adhésion. C'est un peu ça la difficulté. Alors, c'est un équilibre, hein, évidemment, mais il faut être à la fois quand même assez péchu, quoi. Le problème, il est réel, hein, donc il ne faut pas non plus faire semblant. Mais tomber dans la radicalité, c'est la meilleure manière que personne ne suive, hein, sauf les radicaux qui vont représenter 5%, quoi. Et donc, on n'aura pas résolu le problème. Donc, il faut être un peu plus malin que ça. Il faut quand même essayer de donner envie d'évoluer vers ça. Et pour donner envie, c'est continuer à produire du café et du chocolat, par exemple. Mais le faire différemment. Et le faire différemment, voilà. Ouais. La radicalité, moi, j'avoue que je suis toujours très sceptique, hein. C'est des approches un peu jusqu'au boutiste, évidemment, mais qui, en volume, en tout cas, ne transforment pas l'essai, quoi. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, d'autant que j'avais participé à un atelier, je ne sais pas si tu connais Deuton, hein, l'association Deuton. Bon, c'est une association où on peut, qui fait de la pédagogie sur les choix individuels et collectifs, sur la façon dont on peut atteindre l'objectif de diminution de notre bilan carbone à 2050. Et il s'avère que Deuton, c'est la production carbone individuelle que nous devrions... c'est la limite, en fait. C'est la limite à atteindre en 2050. Hein. Il s'avère en fait que moi, quand j'avais fait le test et le bilan, j'étais pas très bon élève. Enfin, j'étais meilleur élève. En fait, il s'avère que la moyenne, qui est à 10 tonnes, j'étais à 7,9. Et donc, c'est pas 2, quoi. C'est pas 2, mais c'est loin quand même. Entre 8 et 2, c'est énorme. Alors après, le transport, la voiture individuelle notamment, est un des gros éléments d'économie carbone, si on commence à s'intéresser à ça. Donc après, il faut regarder effectivement quels sont tous les secteurs sur lesquels on peut faire évoluer. Et alors là, en fait, l'atelier, on essaie de faire de choix sur à la fois la décision personnelle, individuelle et sur les choix collectifs, donc de niveau à niveau macroéconomique. Et on voit évidemment en fait que c'est la conjugaison des deux. On voit également d'une certaine manière en fait que les choix macro influencent aussi quand même considérablement la façon dont on atteindra ces 2 tonnes. En tout cas, l'objectif, il est intéressant parce qu'au moins, il matérialise un petit peu déjà l'effort qu'il faut produire. Donc, on se rend compte qu'on est quand même loin de l'objectif, hein, effectivement. Et ça permet au moins de donner une cible. Je pense qu'on a tous besoin de ça quand même. Et puis, on voit qu'il ne faut pas faire les choses à moitié, hein. Non, mais puis on voit aussi, en fait, en vérité, que si même on prenait les décisions les plus radicales, on n'y arrivait pas. Ah non, ça, c'est clair. Et alors, c'est là où la nature humaine pose problème, hein, quelque part. La notion d'autodiscipline environnementale n'existe pas chez l'humain. On est tous un peu égoïstes, finalement. On aime bien se faire plaisir, une fois de plus. Et on n'a pas un comportement collectif vertueux. Enfin, pas spontané, en tout cas. Spontanément, on ne le fait jamais, ça. Et c'est bizarre, hein, l'humain est câblé de manière un peu étrange. C'est très égoïste. On est capable de tendre vers une espèce d'autodestruction quasi inévitable, sans que ça pose de soucis majeurs. Et puis en fait, c'est vraiment quand on est dos au mur qu'on arrive à prendre les bonnes solutions. Alors dos au mur, on finit par bouger un peu quand même. Mais le mur, il va être costaud, hein. Ça, il est super épais, quoi. C'est ça. Et on arrive vite. Comment tu vois Grand Sail dans 25 ans ? Sans doute une entreprise qui aura continué à grossir, a priori, mais j'espère que d'ici là, on aura réussi à quelque part s'améliorer dans le plus de compartiments possible. C'est-à-dire par capillarité, petit à petit, on aura réussi à raffiner tout notre modèle pour être le plus bas possible en pression environnementale sur tous les aspects, quoi. C'est un vrai travail de fond, il faut travailler tout le temps, essayer Là, on est en train de refaire un système, par exemple, de récupération d'énergie au niveau de la chocolaterie. C'est-à-dire qu'on a fait une V1, on a construit, on s'est rendu compte qu'il y avait des défauts, donc on les corrige. On ne se pose pas la question, on les corrige. Tu ne dis pas qu'à terme, quand même, que la partie shipping prendra le pas sur la partie torréfaction, chocolat? Est-ce que tu penses que j'aimerais autant que ça soit équilibré. J'aimerais autant que ça soit équilibré, si possible, en tout cas. Ce sera sans doute le cas, d'ailleurs. Après, nous, on n'a pas de limite particulière au niveau de notre développement. L'idée étant de proposer des produits qui soient justement à pression environnementale plus faible. Donc ça, c'est plutôt bien, quand même, de continuer à se faire plaisir avec des cafés, des chocolats, de l'huile d'olive, des bons vins, du rhum. Parce que la vie reste quand même du plaisir. Il faut éviter quand même cette écologie qui peut des fois passer pour une écologie un peu punitive. Je ne pense pas que c'est avec une écologie punitive qu'on va embarquer
tout le monde, puisqu'on a besoin d'embarquer aussi la population générale. On a besoin que tout le monde s'y mette. C'est un effort collectif au niveau des entreprises et au niveau de nous tous en tant que consommateurs. Donc il faut qu'il y ait du positif là-dedans quand même. Et on espère qu'avec nos bons chocolats, nos bons cafés, on injecte un peu de positif dans tout ça et que la vie continue à être aussi belle que possible sur une planète qui est quand même toute petite, quoi, finalement. Et où il y a Gransay. Et où il y a Gransay. Et voilà. Merci Jacques. Merci à toi. Parole publique. Bravo et merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère que ce moment passé ensemble vous a été utile. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Vous savez à quel point la recommandation est puissante. Alors choisissez 1, 2 ou 3 personnes de votre entourage et montrez-leur la voie. Ce qui marche bien aussi, c'est de nous suivre sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est de laisser un commentaire et c'est de mettre 5 étoiles si l'épisode vous a plu. Et si vous avez des idées ou des remarques à nous adresser ou si seulement vous avez envie de nous envoyer un petit mot doux, faites-le à l'adresse suivante. bonjour@parole-public.fr. Vous pouvez également vous inscrire à notre newsletter sur notre site internet www.parole-public.fr. Tous les mois, vous y retrouverez du contenu inspirant et le lien vers le nouvel épisode du podcast. Je suis Fouad Souak et je vous dis à bientôt. Nouveau récit.